Tulip, je tenais à vous remercier infiniment de votre présence. Merci également à celles et ceux qui nous suivent en direct depuis LinkedIn. Je vous rappelle que l'intégralité de cette soirée est retransmise donc en direct. Alors ce soir, si nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer les 40 ans de Tulip, 40 ans d'action, 40 ans de mobilisation, 40 ans de dons. Tulip, à l'origine, c'est l'acronyme de transfert d'urgence de l'industrie pharmaceutique. Tulip achète, reçoit et stocke des médicaments pour les ONG et à destination des zones de guerre, des catastrophes naturelles ou encore des crises sanitaires. Alors, tout de suite, pour retracer ces 40 années d'action, j'invite Patrice Carayon à me rejoindre. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Vous êtes le président de Tulip depuis 2020. Vous êtes également patron du laboratoire pharmaceutique Chiesi. Vous avez pris les rênes de Tulip à un moment où l'association s'est énormément développée. Patrice Carayon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment très heureux de vous voir ou ici, à l'apostrophe, ou derrière vos écrans. En tout cas, chers adhérents, chers collègues, chers partenaires et surtout chers amis, merci d'être avec nous. Merci de témoigner de votre soutien à cette association qui est notre association, qui est l'association qui nous tient à cœur. Vous savez, merci d'avoir rappelé l'acronyme TULIP, transfert d'urgence de l'industrie pharmaceutique. TULIP fête ses 40 ans. Et alors, les 40 ans, c'était on a été créé en 82, donc on a dépassé les 40 ans, mais ça me permet de pouvoir encore, en ayant décalé la date de décembre à janvier, vous souhaiter, avec Jacques Brel, des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. L'envie furieuse que je formule aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à œuvrer de la même façon que ce que nous avons fait en 2022. 2022 a été une année exceptionnelle, parce qu'il y a 40 ans, évidemment, et je suis sûr que Thierry Hulot, président du LEM, va retracer cette épopée, mais il y a 40 ans, c'était un mouvement qui naissait en France, avec la création d'ONG comme Médecins du Monde, comme MSF. En 40 ans d'existence, on a fait preuve d'une très belle longévité, et cette longévité nous amène aujourd'hui à être capables de pouvoir fournir dans des zones d'urgence, dans des zones de guerre, dans des zones de catastrophe, 140 tonnes de médicaments, de produits de santé. 140 tonnes, pour ceux qui connaissent les cantines et qui ont vu les cantines à l'entrée, ça fait 2300 cantines. Alors en vérité, on ne fait pas que des cantines, il y a aussi du vrac. Mais au bout du compte, ça vous donne un peu une idée du volume qui est désormais celui de Tulip. Et si nous avons triplé notre activité cette année, enfin l'année dernière, l'année 2022, c'est bien sûr à cause de la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine et évidemment d'ajouter un tel foyer, un tel lieu pour l'urgence a été je dirais, une mobilisation exceptionnelle qui a été faite grâce aux entreprises du médicament, grâce aux entreprises de santé qui ont fourni des dons en médicaments, des dons financiers et aussi des femmes et des hommes pour réaliser les cantines et pour soutenir l'association. Alors, évidemment, je pense aussi, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, je pense aussi au Liban, parce que ça a été, je dirais, aussi un moment d'activité très forte et un moment de connaissance très forte de l'association grâce à la mobilisation de la diaspora libanaise au sein des entreprises du médicament. Et on a pu, je dirais, assurer ce qui était au départ une crise après l'explosion du port de Beyrouth et qui est devenu maintenant une situation malheureusement chronique et dans laquelle nous sommes aussi capables de nous engager dans la durée. Et nos amis de l'Ordre de Malte témoigneront. Mais ce n'est pas que l'Ukraine et le Liban. L'activité de Tulip, c'est dans 25 pays. Alors, je pourrais citer le Tchad avec les inondations meurtrières, la République centrafricaine, mais je voudrais plus particulièrement, parce que ça nous touche très fortement aujourd'hui, l'Afghanistan, où depuis la reprise du pays par les talibans,
eh bien, il y a un cruel manque de produits médicaux et puis également un manque, évidemment, de ces femmes qui ne peuvent plus travailler aujourd'hui. Et vous avez entendu les appels quant au fait que le personnel médical puisse à nouveau travailler dans les ONG, au moins, et pas que dans les ONG. Alors, je voudrais terminer en ayant évidemment une pensée forte pour vous dire que nous prenons l'engagement avec vous de nous mobiliser dans la durée, de participer, de travailler avec les acteurs humanitaires à cette prise de conscience mondiale. Alors, nous faisons notre part. Nous sommes les colibris qui agissons au nom des entreprises du médicament, au nom des entreprises de santé, pour pouvoir répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. L'organisation est vive, elle a vécu avec beaucoup de vivacité depuis 40 ans, elle va continuer à vivre et c'est l'engagement que nous prenons avec en particulier les équipes de permanents et puis tous ceux également qui sont autour de nous. Et pour lancer nos échanges et pour célébrer l'anniversaire de Tulip, eh bien, nous avons réalisé une vidéo qui va vous permettre de retrouver ou de découvrir de nouvelles anecdotes. Je vous remercie. Je dirais qu'il y a deux choses derrière la création de Tulip. Il y a d'une part le fait qu'on est dans une période où l'industrie pharmaceutique est plutôt mal vue et plutôt attaquée par toutes les structures de Médecins du Monde, Médecins sans frontières, enfin toutes ces organisations internationales qui sont en train de démarrer dans le domaine de la médecine et du soin. C'est comme ça qu'un soir, dînant avec Bernard Kouchner, Bernard me dit « Mais attends, maintenant que tu es au syndicat de l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de monter quelque chose qui, au lieu de m'obliger, moi, à faire du porte-à-porte pour obtenir des médicaments chaque fois qu'on en a besoin parce qu'il y a une catastrophe naturelle quelque part, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose qui nous permette d'avoir un guichet unique ?» C'était tout bête et c'était ça. Une chose majeure, c'était les urgences. Et j'ai trouvé que pour nous, Tulip, pour avoir vraiment toute sa crédibilité, c'était d'être capable d'intervenir immédiatement quand il y avait une urgence. Je crois que l'événement majeur qu'il y a eu pendant la période, si je peux dire entre guillemets, de ma présidence, ça a été ce drame du terrible tremblement de terre d'Haïti. Et on a pu immédiatement partir avec le premier avion des affaires étrangères, apporter des caisses d'urgence et on a pu intervenir. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et à côté de ça, si vous voulez, il fallait montrer qu'on pouvait être un partenaire de santé publique. Il fallait essayer de favoriser un certain accès et puis surtout être un partenaire dans les situations d'urgence. Donc on a dit il faut créer une structure un petit peu à la fois indépendante mais liée, qui ne cache pas du tout ses origines, transport d'urgence de l'industrie pharmaceutique. Bienvenue au club. Ouais, merci. Alors moi, je vois deux rôles principaux en tant que président de Tulip. Le premier, c'est bien sûr d'animer et de transmettre de l'énergie, de l'envie d'adhérer et de l'envie de donner. Et puis la deuxième, c'est être, avec une équipe complète, le porte-parole de Tulip auprès des autorités, auprès des ONG. Ce qu'il faudrait, si vous voulez, qu'il y ait une sorte d'appropriation au plus haut niveau des industriels de ça. Ouais. Parce que je pense qu'en interne, en communication interne, je crois que les employés sont très fiers. Ouais. Donc il faut se l'approprier, de dire regardez ce qu'on fait. Mon rôle est de faire le lien entre les entreprises du médicament qui effectuent des donations pour Tulip et les ONG bénéficiaires qui interviennent dans les urgences sanitaires sur le terrain. Cette année, c'est 40 ans. C'est très important pour Tulip parce que ça montre la longévité d'une telle organisation. Ce n'est pas le cas de toutes les organisations humanitaires. En 2022, Tulip a travaillé surtout sur l'opération de guerre en Ukraine, où elle a apporté une réponse pertinente. On est parti avec un gros lot de mâles tulipes étagés aussi en fonction des besoins, des âges. Voilà, on avait un peu des mâles d'urgence, des mâles de soins. Je les ai escortés jusqu'à Lviv, où on les a livrés en fait entre deux bombardements.
à l'hôpital de Lviv, qui ensuite, ces mâles ont été emmenés directement à Kiev, où elles sont arrivées le lendemain soir, puisqu'à l'époque, Kiev, c'était la zone de combat principale en Ukraine. Si on n'a pas les médicaments de Tulip, on a des missions qui, surtout, on fait du soin en premier, on fait beaucoup de post-médical avancé. Donc sans les mâles tulipes, ça devient très compliqué. Nous, on n'a pas travaillé qu'en Ukraine, on a travaillé à la fois en Birmanie, on a continué à travailler en Afrique, dans les urgences qui étaient d'alors les nôtres, et puis on a surtout aussi travaillé avec le Liban, qui reste pour nous un des pays phares dans les demandes d'aide humanitaire aujourd'hui. Et là, on a un challenge très fort qui est de faire en sorte que, par rapport à notre mode d'opération, qui était plus un mode d'opération dans l'urgence, sous forme des kits, des fameuses cantines, vers un mode d'opération qui soit plus dans la durée, avec une fourniture continue. Alors on a eu une mobilisation pour la réponse en Ukraine qui a été exceptionnelle de la part des entreprises du médicament qui nous soutiennent. Mais on a eu aussi des soutiens de bénévoles. On a plus de 80 bénévoles de l'industrie pharmaceutique qui sont venus dans l'entrepôt de Tulip nous aider. Donc toute cette chaîne, depuis l'approvisionnement, le stockage ici dans l'entrepôt, la fabrication des kits ou la préparation des commandes, toute cette chaîne pharmaceutique est sous ma responsabilité et je dois m'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Donc nous, on invite les bénévoles, une vingtaine de bénévoles à peu près, dans une journée, et on essaye de préparer, on fait à peu près 108 cantines par jour. Chaque mois, chaque 2 mois, ça dépend de la nécessité de la demande en quelque sorte. L'association, c'est toujours un grand souvenir déjà de l'association qui fait de l'humanitaire. Et on travaille dans l'humanitaire, donc on gagne notre vie déjà. Et en même temps, tu fais de l'humanitaire, tu peux être utile à d'autres personnes. On relativise notre vie déjà quand on voit les autres. Donc vous voyez sur place que les gens, ils ont besoin de tout. Alors que nous, on a presque tout. Et quand on est contaminé par ce virus de l'humanitaire, on ne s'en sortira pas. On restera dans l'humanitaire et puis on pensera toujours humanitaire. Donc j'espère continuer à faire de l'humanitaire si Dieu me prête vie après ma retraite. Voilà donc un très beau reportage qui permet de mettre des mots sur votre discours, Patrice. Tulip, ça a été fondé à l'initiative du syndicat de l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui le LEM, Organisation professionnelle des entreprises du médicament. C'est la structure fondatrice de Tulip et je vous invite Thierry Hulot à me rejoindre. Thierry Hulot. Pardon. Bonsoir Thierry, vous êtes président directeur général de Merck France. Vous avez été élu à la présidence du LEM qui continue à soutenir Tulip et dont les adhérents fournissent encore aujourd'hui l'essentiel des médicaments. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. De temps en temps, il y a des passerelles historiques un peu amusantes. Qui penserait que 40 ans après, ce serait un autre Hulot qui n'a rien à voir avec le fondateur de Tulip, Jean-Pierre, qui est là dans la salle. Et je crois que c'est surtout lui qu'il faut applaudir parce que il a eu le courage de répondre à cet appel de Bernard Kouchner et de nous lancer, j'allais dire un peu malgré nous, dans une aventure dont je pense qu'aucun à l'époque penserait qu'on fêterait malheureusement, et je dis volontairement malheureusement, le 40e anniversaire. Ça montre ô combien notre monde va mal. Ça montre ô combien ce qu'on avait prévu ou ce que tu avais prévu comme un peu quelque chose d'urgence pour aider un copain en Centrafrique est devenu maintenant quelque chose qui est indispensable. Quand on voit l'explosion du nombre de mâles qui sont faites, l'explosion du nombre de champs d'intervention, on peut être fier de ce qu'on fait, nous, industrie pharmaceutique, en termes de responsabilité sociétale et environnementale. J'ai toujours peur, quand on parle de RSE, qu'il y ait des beaux mots, mais qu'il n'y ait rien derrière. Je pense que Tulip montre le contraire. On peut agir et éventuellement, au bout de 40 ans, en parler un peu. Mais pendant 40 ans, on a agi quotidiennement sur le terrain. Ça a commencé par une petite aventure. On envoyait 5
tonnes de mâles par an, on est à plus de 140. Alors c'est très beau et c'est terrifiant. Et la mauvaise nouvelle, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter. Donc notre responsabilité, ça va être de continuer de se mobiliser. De continuer dans nos entreprises, quand Tulip fait un appel à des produits, à répondre présent. Et on a la chance, comme le disait très bien Mohamed, on est dans un pays où, globalement, on a à peu près tout ce dont on a besoin pour vivre décemment au quotidien. On est dans un pays où notre industrie, malgré toutes les misères que lui fait l'administration, arrive à avancer. Et donc, on peut se mobiliser pour donner dans des cas de nécessité absolue. Et là, on peut donner, et ça va être mon appel ce soir, via des dons financiers, parce qu'il faut faire tenir la structure, via des dons de produits, parce qu'il y a des patients à l'arrivée qui en ont besoin, et si on ne donne pas, ils n'auront rien. Et puis aussi par des dons de temps, parce que, comme le reportage le montrait tout très bien, les mâles, il faut les remplir, il faut les préparer, il faut les contrôler. Et là, on a heureusement plein de bénévoles dans notre industrie qui ont levé la main, notamment ces derniers mois pour l'Ukraine. Et au-delà de leur dire merci, on a encore besoin de vous, on va avoir besoin de vous cette année, l'année d'après et les années suivantes. Donc ne nous démobilisons pas. Et puis un grand merci aux équipes de permanentes de Tulip qui assurent la coordination de l'ensemble, qui assurent la coordination des bénévoles, qui assurent le lien avec les différents organismes humanitaires. Et en effet, une fois que les mâles sont là, il y a l'autre grande difficulté qui est de les acheminer là où elles seront utiles. Et ça, on ne le fait pas tout seul, on le fait via des partenaires, on le fait notamment avec le soutien plus que précieux et indispensable de la cellule du centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, dont on va reparler dans un instant. Donc, soyons tristes, soyons fiers et continuons. Merci à tous. Merci beaucoup Thierry Hulot. Vous avez parfaitement bien fait la transition puisque je vais maintenant inviter monsieur l'ambassadeur Stéphane Romatet à nous rejoindre. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Tulip, c'est aussi 5 ans de coopération avec le centre de crise du Quai d'Orsay dont vous êtes directeur. Vous avez été entre autres ambassadeur de France en Australie et en Égypte. Vous êtes de retour en France et vous occupez aujourd'hui donc le poste de directeur du centre de crise et de soutien au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup. D'abord, je suis extrêmement touché que Pascal, vous m'ayez proposé de venir aujourd'hui pour vos 40 ans. Pas les vôtres, mais en tout cas ceux de l'association. Parce que tout ce que vous avez dit tout à l'heure, toutes les tragédies auxquelles vous répondez, ce sont les dossiers sur lesquels, ce sont les crises sur lesquelles nous agissons tous les jours. Vous avez évoqué l'Ukraine, vous avez évoqué le Liban, tant d'autres situations tragiques dont nous faisons, hélas, au centre de crise et de soutien, notre quotidien. Nous évoquions tout à l'heure, à l'instant, avec Alexandre, l'Afghanistan. Le dernier hôpital qui fonctionne à Kaboul, c'est l'hôpital mère-enfant français, avec la chaîne de l'espoir. Et nous avons décidé de faire, dans les jours qui viennent, un envoi très important de médicaments, grâce à vous, grâce à Tulip. Je reviens du nord-est syrien, situation dramatique, tragédie humanitaire dont personne ne parle. 4 à 5 millions de personnes en situation de détresse humanitaire absolue. Nous allons envoyer, c'est tellement nécessaire, des mâles Tulip, grâce à vous. Et donc, ensemble, depuis maintenant des années, depuis 2017, mais même avant, depuis cette convention que nous avons signée, vous êtes devenu notre partenaire. Et pour nous, je vais vous le dire très simplement, nous ne pourrions rien faire si vous n'étiez pas là. Et à travers l'association Tulip, cette formidable association, grâce à ses créateurs, à tous ceux qui depuis maintenant 40 ans ont porté ce rêve, ont concrétisé cette formidable aventure, vous êtes devenu pour nous un partenaire de confiance, sans lequel nous ne pourrions rien faire. Et donc je voulais vous le dire très modestement, je crains hélas, vous l'avez dit Monsieur le Président, que nous allons encore avoir beaucoup besoin de vous en 2023, en Ukraine, probablement au Liban, en Afghanistan. Nous avons travaillé ensemble en 2022 sur Cuba. Nous avions travaillé les années précédentes aussi en Afrique, en Guinée équatoriale, au Venezuela, etc., etc.
Le monde est entré dans une succession de crises. Chacune de ces crises a une dimension sanitaire de plus en plus prégnante. Et donc, ce partenariat qui, depuis maintenant des années, nous fait cheminer ensemble, devient chaque jour de plus en plus crucial. Donc, bon anniversaire à Tulip, 40 ans. Beaucoup d'entre nous ici ont déjà dépassé cet âge, mais nous regardons le 40 ans avec envie. C'est un âge absolument magnifique. Et donc, c'est un âge aussi magnifique pour l'association Tulip. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à Alexandre, à tous les permanents. Ça a été évoqué, à tous les bénévoles. Ces mal Tulip, mal urgence, mal pédiatrique, mal de médicaments, nous les connaissons par cœur. Le bleu de Tulip, c'est une couleur qui nous est familière. Donc, merci de ce que vous faites. Merci à travers vous aussi, à toute l'industrie pharmaceutique qui se mobilise pour rendre tout simplement la mission de Tulip possible. Bon anniversaire à Tulip et merci à chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Alors, on va pouvoir démarrer nos 2 tables rondes qui sont consacrées à 2 crises emblématiques, l'Ukraine et le Liban. On va démarrer par la table ronde consacrée à l'Ukraine, qui est intitulée « Ukraine, intervenir efficacement dans un pays en guerre ». Alors, pour ça, je vais appeler nos intervenants. Diana Dols. Bonsoir. Bonsoir. Caroline Antoine. Antoine Rédelet. Et Olivier Poirieux. Je vous invite à vous installer. Alors, je vous présente rapidement, mais bien sûr, vous en direz un peu plus lors de vos prises de parole. Diana Dols, vous êtes directrice des opérations au sein de l'ONG Aide médicale caritative France-Ukraine. Caroline Antoine, vous êtes référente santé chez Action contre la faim. Antoine Rédelet, vous avez de nombreuses casquettes. Vous êtes médecin-pompier, réserviste chez les chasseurs alpins, attaché parlementaire et j'en passe. Vous allez nous raconter votre expérience en Ukraine. Et enfin, et nous allons démarrer avec vous, Olivier Poirieux. Vous êtes vice-président de Tulip, dont vous faites partie depuis 2017. Vous travaillez chez UPSA, où vous êtes en charge du développement et des affaires scientifiques. Alors, Olivier, est-ce qu'on peut déjà revenir avec vous sur la mobilisation et les actions de Tulip, en particulier sur l'Ukraine? Oui, et peut-être, merci Constance, et peut-être quelques mots pour introduire la table ronde aussi, où bien entendu, je ne vais surtout pas faire de géopolitique. Je voulais juste vous dire à tous que dans cette situation tragique que traverse l'Ukraine, et ceci depuis le 24 février dernier, Tulip a été en France, je crois, le formidable réceptacle des dons des entreprises du médicament et du dispositif médical, et pour toutes les entreprises qui souhaitaient être solidaires de l'Ukraine. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce conflit que beaucoup d'entreprises du secteur ont pu apprécier l'utilité et le fonctionnement de cette organisation, voire même de découvrir Tulip. Mais quand je vois le monde ce soir avec nous, je crois qu'on a bien démontré tout au cours de 22 l'utilité de cette association. C'est aussi pour cette raison que cette période était si particulière pour Tulip, pour le bureau et bien entendu ces 3 membres permanents que je voudrais aussi remercier. Donc, depuis le début de la crise, et pour répondre à votre question, plus de 100 tonnes de produits de santé ont été transférés à 12 partenaires qui ont travaillé tout au long de l'année. Dans les premiers jours, nous avons travaillé en étroite collaboration, et ça a été dit, bien entendu, avec le centre de crise, mais aussi les acteurs ONG spécialisés dans la première urgence, groupes de secours et de catastrophes, mais aussi l'organisation de pompiers casque appui, Action Pompiers pour Urgence Internationale, appui, c'est ce que ça veut dire, représenté ce soir pour ne citer que. La force de Tulip, et ça a été dit, c'est sa réactivité, c'est d'avoir des kits, les fameuses cantines, hein, toujours prêtes à être expédiées immédiatement. Et ce qui m'a, moi, frappé dans ce conflit, c'est que dès les premiers jours du conflit, nous avons pu intervenir à la fois en Ukraine, mais aussi dans les pays limitrophes. Je pense à la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, en raison notamment des déplacements immédiats des populations vers ces pays-là. Dans un second temps, nous avons travaillé avec d'autres partenaires pour des interventions dans la durée, plus proches des zones de conflit. Et ça, c'était des partenaires connus avec qui on travaille de longue date, avec Tulip, comme Action contre la faim ou Première Urgence, mais aussi des nouveaux acteurs, comme l'aide médicale caritative France-Ukraine, avec qui nous avons encore réalisé un convoi il y a quelques jours. Merci à ces 3 associations d'être présentes ce soir.
La volonté de Tulip, c'est de s'effacer devant les ONG qui sont sur le terrain et qui effectuent un travail remarquable. C'est pourquoi nous avons voulu organiser cette table ronde et surtout recueillir leurs témoignages plus que les interventions de Tulip. Mais avant de laisser la parole, je tenais à réaffirmer le soutien de Tulip à la crise ukrainienne, soutien qui continuera jusqu'au moment où il n'y aura plus besoin de nous. Et on a encore besoin de nous. Et déjà, depuis le début janvier, plusieurs tonnes ont déjà été expédiées. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Alors, Diana Dodds, je vous pose la première question. Vous êtes franco-ukrainienne, vous travaillez en Ukraine depuis 2014. Aide médicale caritative France-Ukraine achemine des médicaments un petit peu partout dans le pays, y compris dans des zones dangereuses. Comment vous y prenez-vous et surtout sur qui vous appuyez-vous sur place ? Voilà, donc on intervient en Ukraine depuis 2014 lors de la première invasion russe de l'Est de l'Ukraine. C'est pour ça que pour nous, la guerre en Ukraine n'est pas commencée en 2022, mais bien en 2014. Et c'est cette expérience de travail dans les zones sinistrées par la guerre. À l'époque, c'était la région de Donetsk et de Lugansk, qui nous a permis d'agir rapidement et efficacement au début de la grande offensive russe. Parce que durant ces 8 ans, nous avions 3 types de projets sur lesquels on travaillait. Donc le premier projet, c'est vraiment la zone de guerre, donc les régions de Donetsk et de Lugansk. Nous étions surtout dans cette bande près de la ligne de démarcation, donc entre ces républiques séparatistes. Et ensuite, on appuyait les hôpitaux qui prenaient en charge des blessés. Donc, on a vu, durant toutes ces années de nos actions, on a vu comment s'est construite la médecine des guerres en Ukraine. On a vu comment s'installaient les hôpitaux mobiles, comment ils se sont sédentarisés quand la ligne est devenue fixe. Et donc, on a coopéré avec les acteurs qui intervenaient pour les soins de guerre. Donc, la deuxième activité, c'était l'Ukraine. Malgré cette guerre dans l'Est de l'Ukraine, elle a démarré la réforme médicale. Et donc, nous sommes intervenus pour soutenir les municipalités, les hôpitaux à franchir ces caps et s'investir dans la réforme médicale qui était pour faire la croix sur la passé soviétique et aller se rapprocher vers le système de santé européen. Et troisième, c'était la dignité et l'accès aux soins pour les personnes avec un handicap. Donc ça, elle était moins développée, mais on intervenait dans les EHPAD, etc., en fournissant le matériel, tout ce qu'il faut pour rendre ces gens avec un handicap plus autonomes, ce qui n'était pas... Une fois de plus, c'est pour un peu avancer vers l'Europe pour que ces personnes ne soient pas abandonnées. Donc nous, on intervenait là. Et donc le 24 février, nous avons travaillé beaucoup avec les hôpitaux. Donc on connaissait tous les acteurs civils, militaires, le service de santé des armées. On connaissait pareil les intervenants, comment ils fonctionnent, comment est leur logistique, comment sont leurs changements durant toutes ces années. Et le 24 février, nous savions ce qu'il faut faire parce que nous avions des contacts, que ce soit la logistique des crises, que ce soit les hôpitaux, les contacts directs, que ce soit tous les coordinateurs sur place. Nous, le plus gros problème, nous connaissions la procédure d'importation en Ukraine. Donc, certains ont découvert avec la guerre que ce n'est pas si facile. Pour nous, c'était au contraire parce que ça s'est simplifié. Donc, nous, on pouvait agir rapidement. Nous, la seule chose, c'est vraiment absorber ce surplus d'activités et absorber la croissance des activités qu'on ne faisait pas auparavant. Par exemple, la livraison de médicaments et la forte livraison des transports d'évacuation. Parce que nous avons, depuis 24 février, on a envoyé 108 véhicules, dont 78 ambulances équipées.
Donc ça, c'est cette augmentation d'activité qui était, surtout elle, qui était difficile à absorber. Et donc, comment nous agissons si avant on travaillait avec les administrations, avec les hôpitaux directement, à présent, on a passé pour la majorité de nos activités par 2 ONG professionnelles médicales, donc le Conseil des réanimations et de médecine d'urgence et Alliance des santé publique. Donc, c'est elles qui ont pris le plus gros dans les médicaments. Ensuite, nous avons, en fonction des régions, en fonction aussi des liens que nous avons, en fonction des personnes qui sont sur place, nous pouvons avoir les coopérations avec les administrations. Par exemple, pour Kharkiv, nous avons 2 projets pour Kharkiv, une avec la ville de Kharkiv et l'autre avec la région de Kharkiv. Et donc, ils agissent différemment. Donc là, il y a les départements de santé de la ville, de la région qui interviennent et qui collectent les besoins des hôpitaux. Et donc, c'est eux aussi qui réceptionnent et qui répartissent les médicaments entre les hôpitaux de la région, donc qui font les mises à jour, etc. Donc, voilà. Merci Diana. Caroline, je rappelle que vous travaillez chez Action contre la faim. Quel a été votre constat, vous-même, en arrivant sur place en Ukraine ? Alors nous, on est arrivé, Action contre la faim est arrivé à peu près début mars. Moi, je suis arrivée plutôt fin mars, donc ça faisait 5 semaines ou 4 semaines à peu près que le conflit avait démarré. Au départ, en fait, on était venus pour intervenir sur toute la partie ouest. Il y avait Lviv, Drohobych, Tchernivtsi, qui est plutôt au sud, parce que à l'époque, déjà au bout de 4-5 semaines, on était à, je crois qu'au bout de 6, on était à 7 millions de déplacés internes, donc ils s'étaient plutôt déplacés à l'ouest. Et donc l'idée était de venir supporter les structures de santé pour prendre en charge cette augmentation extrêmement importante de personnes, pour lequel le système au départ n'était pas forcément fait. Et finalement, ça a été assez surprenant. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'humanitaire, sur des conflits plutôt dans des pays du Sud, dans des pays en voie de développement. Et c'est vrai que souvent, ces conflits arrivent sur des problématiques structurelles très très fortes, avec des systèmes qui ne fonctionne pas très bien déjà en dehors du conflit. Donc il y a quand même souvent une intervention au départ, beaucoup dans la substitution, même si on essaye toujours de s'appuyer sur l'existant, etc. Mais là, c'est pas du tout ce que nous, on a trouvé. C'est un pays avec un système, avec un network, je vais dire, un réseau de médecins, effectivement, les médecins de famille avec la réforme, et puis de structures de santé qui étaient très présents, des hôpitaux, et puis voilà, un système qui fonctionnait. Et donc, je pense que pour les ONG, les grosses ONG internationales, au départ, il faut être assez honnête sur le fait qu'on a eu un petit peu de mal à trouver notre place, parce que c'était assez déstabilisant, probablement, d'intervenir comme ça sur une guerre en Europe. Il y avait beaucoup la télémédecine, enfin, vous voyez, ce genre de choses, des gens qui étaient déplacés, qui continuent à avoir des rendez-vous avec leurs médecins, etc. Mais bon, finalement, donc on a aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on a beaucoup travaillé ce qu'on a appelé les Quick Win Impact. Donc je suis désolée, je vais faire un petit peu de franglais. Et donc, c'est-à-dire que sur des initiatives qui étaient là, parce qu'il y a eu une très très forte mobilisation de la société civile, et donc on a essayé d'appuyer un petit peu ces interventions de la société civile pour essayer d'assurer une certaine durabilité. Donc par exemple Caritas qui faisait des transports pour des patients qui avaient des pathologies même comme le cancer, où il y avait des ruptures de soins ou d'autres choses comme ça. Et aussi on s'est mis vite en relation avec donc les oblasts, avec les régions, comme disait Madame. Donc on est intervenu, finalement on s'est rendu compte que les besoins étaient plutôt vers Dnipro, Kharkiv et Zaporizhzhia, donc qui est à la limite là, de la zone active. Et donc on a travaillé, on a fait des accords de partenariat avec ces régions-là, alors soit ces villes, soit ces régions, et en fait rapidement on a travaillé directement avec le système de santé local. Et on est parti de leur demande, en fait, de ce dont ils avaient besoin. Donc,
typiquement, là, par exemple, les médicaments de Tulip ont été vraiment extrêmement... vraiment... Ça a été même, je dis pas ça parce que je suis à cette conférence, mais ça a été vraiment le cœur au départ parce que ça nous a permis de commencer tout de suite des choses, même si c'était pas forcément avec le personnel des ONG internationales, mais ça a permis de donner ces médicaments, notamment pour les personnes déplacées. Au départ, on était plutôt... Et peut-être je ne veux pas être trop longue, mais plutôt dans les zones de transit. Donc quand les gens arrivaient de l'Est, soit c'était des centres au niveau des gares, des choses comme ça. Donc il y avait des premières consultations, parfois des personnes qui étaient depuis 3 semaines sous des bombardements, etc., où il y avait des interruptions de traitement. Donc il y avait ces consultations qui étaient faites par les médecins de famille, par exemple, ou les différents médecins qui travaillaient pour les médecins du ministère de la Santé ukrainien. Et donc les médicaments de Tulip permettaient de faire ces consultations et de donner donc directement les médicaments pendant ces consultations. Peut-être qu'on en viendra après par la suite. Voilà. Antoine Rédélé, alors je rappelle que vous êtes médecin pompier, conseiller aussi auprès de parlementaires, conseiller santé. Vous êtes parti en Ukraine avec Casque Appui. Vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est l'association des pompiers. Et sur place, vous étiez surtout en contact, vous m'avez dit, avec des populations déplacées. Quels besoins avaient ces patients que vous avez rencontrés ? Bonsoir. D'abord, merci pour cette invitation et pour permettre de partager cette expérience qui était personnellement une des expériences les plus prenantes de ma vie, de ma jeune vie de 33 ans, pas encore 40 ans comme Tulip, mais voilà. En tout cas, c'était... alors, il faut savoir qu'on y est allé, on a acheminé les cantines Tulip par VSAV, les véhicules de secours à victimes, les ambulances rouges que vous voyez, et avec un camion de transport. Ça nous a pris 33 heures pour faire le trajet. Donc je vous laisse imaginer la fatigue en arrivant. Globalement, quand on est arrivé, on a eu beaucoup de difficultés à passer les frontières, notamment la frontière moldave. Je remercie énormément le Quai d'Orsay de nous avoir aidés là-dessus, puisque ça a permis de débloquer une situation où on était bloqué 24 heures à la frontière. Et en fait, on ne s'attendait pas du tout à quoi on assistait quand on est arrivé, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'associations qui étaient présentes. On s'est positionné initialement sur la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, qui était un poste frontière qui s'appelait Palanka. Et en fait, on ne s'attendait pas à ça. On était un groupe de trentenaires, on s'attendait un peu à avoir éventuellement des blessés de guerre, etc. Et en fait, on est tombé sur ce qu'on faisait un peu en France en tant que médecin, c'est-à-dire beaucoup de pathologies chroniques. Alors, effectivement, on n'était pas, c'était pas forcément ce à quoi on s'attendait, mais en fait, on a tout de suite trouvé une énorme utilité à ce qu'on faisait. On a pris énormément de plaisir et on a donné beaucoup de notre cœur à le faire parce qu'en fait, c'était des populations qui étaient épuisées. Il fallait imaginer ça en fait comme une course. En fait, on était un point relais de la course. Les personnes qui passaient par le poste de Palanka n'arrivaient pas jusqu'à Palanka pour s'arrêter. Ils venaient pour prendre des bus qui les acheminaient aux 4 coins de l'Europe. Et en fait, on venait pour les ravitailler en médicaments qu'on avait notamment grâce au Caisse Tulip. On a transmis une bonne partie des cantines Tulip à Médecins Sans Frontières qui, eux, avaient le droit d'aller un peu plus en Ukraine. Nous, il faut savoir qu'on était quand même avec un uniforme pompier. La France n'avait pas le droit d'envoyer des personnes avec un uniforme pompier en Ukraine. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc on était assez limité, mais on a trouvé très très vite une utilité. Donc les premiers jours, on s'est un peu regardé avec les autres associations, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut trouver notre place. Et puis très vite, en fait, on a réussi à trouver notre place. Et c'était une question d'adaptabilité. Le plus gros soin de guerre que j'ai fait sur Palanka, c'était malheureusement une personne qui a été soupçonnée d'être pro-russe et qui est sorti d'une voiture et qui s'est fait tabasser sur le parking et avec qui j'ai dû faire de la suture parce qu'il s'était fait complètement... Il avait l'arcade qui était en sang. C'est le plus gros soin que j'ai fait, mais c'est pas pour autant que c'est pas le soin que j'ai jugé le plus utile. Les soins les plus utiles, c'était les personnes qui étaient en rupture de traitement et qui pouvaient potentiellement avoir des pathologies qui complètement qui décompensaient, quoi. C'était le diabétique qui avait plus d'accès à son insuline, c'était l'hypertendu qui potentiellement avait sa tension qui explosait. Et puis ça pouvait être aussi mes collègues, parce qu'on n'était pas que des médecins et des infirmiers, il y avait aussi des collègues pompiers qui étaient aussi l'épaule pour écouter et puis aussi pour aider justement ces familles qui avaient juste besoin de relâcher un peu la pression parce qu'ils étaient épuisés aussi bien moralement que physiquement. Merci Antoine. Diana, à l'heure où on se parle, quels sont les obstacles et les freins à l'accès aux soins en Ukraine et l'accès aux médicaments aussi ? Il y en a beaucoup. Ils sont multiples. À présent, ça va beaucoup mieux. Parce que l'industrie reprend un peu, il n'y a pas tout le territoire qui est affecté par la guerre, quoique avec
derniers bombardements d'infrastructures, donc ça s'est empiré. Et donc, quels sont les freins? Les freins, c'est surtout la situation économique. Donc, l'Ukraine a eu la baisse des PIB de 30%, de plus de 30%, sachant que déjà, il n'était pas fort avant la guerre. Ensuite, il y a une inflation qui est à l'ordre de 26%. Donc, il y a la fuite de population. Donc, il y a 8 millions de personnes qui sont parties, qui ont quitté l'Ukraine. Et ce sont ceux qui ont pu générer la richesse en Ukraine. Donc, c'est la population active qui a quitté l'Ukraine, dans la majorité. Et donc, les freins actuels, ils sont liés à l'économie. Donc, parce que la population est appauvrie. Donc, il y a moins. Elle est liée à l'explosion des prix suite à l'inflation. Et les médicaments, que ce soit les médicaments de l'étranger ou ukrainiens, ils ont augmenté en prix. Ensuite, il y a les problèmes logistiques qui sont affectés donc, pour la livraison de médicaments, donc la hausse du gasoil, mais aussi la surcharge des transporteurs pour amener l'aide qui avant passait par bateau. Donc ça, ces transports et les prix ailleurs. Ensuite, il y a les routes endommagées, il y a les checkpoints. Donc tout ça, ça alourdit la livraison des médicaments. Ensuite, il y a quand l'hôpital fait l'appel d'offres, qu'il signe un contrat pour un médicament, son prestataire est en faillite. Donc, il n'a plus de médicaments, donc il se retrouve sans médicaments. Ensuite, il y a les zones le plus touchées, les zones récemment libérées. Donc ça, c'est les zones quasiment désertes. Donc, je suis venue dans la région des Kharkiv 10 jours après la libération, donc ce n'était pas encore déminé. Donc, pas d'eau, pas d'électricité, pas de réseau. Et donc les gens, on les trouvait dans les caves et ils ont l'habitude déjà de vivre dans les caves. Donc c'est leur vie qui est devenue... C'est très difficile de les faire sortir de là. Parce qu'après, l'administration a dit oui, vous pouvez partir ailleurs. Beaucoup voulaient rester, même sans cette logistique. Ensuite, il y a les villes, par exemple, qui sont proches ou qui sont bombardées. Il y a Kharkiv, mais il y a aussi Kramatorsk dans la région de Donetsk. Il y a certaines solutions qui étaient mises en place qui empêchent l'accès aux soins de la population, qui sont tout on n'y pense pas. Par exemple, Kharkiv et Dnipro, ils ont eu leur parc de bus municipaux bombardé. Donc, ils ont perdu beaucoup de bus. Kramatorsk, lui, il a dit « Moi, j'ai un parc qui est récent des bus ». Il les a évacués dans la partie occidentale pour sauver le parc de bus. Mais à présent, les gens qui restent, ils n'ont pas ces réseaux de bus. Et donc, pour se rendre aux urgences, pour se rendre à l'hôpital, quand on peut se permettre de payer autre transport ou quand on a une voiture, il n'y a pas de problème. Par contre, ce n'est pas le cas des populations pauvres. Et donc, eux, ils restent privés de soins. Leur accès aux soins est réduit. Et donc, il y a beaucoup de cas comme ça, que c'est l'isolement qui fait que les gens ne peuvent pas accéder aux soins. Olivier Poirieux, est-ce que vous avez des retours, j'imagine, des ONG sur place? Est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas couverts du tout en ce moment en Ukraine? J'ai presque envie de rebondir sur ce que disait Antoine. Il y a d'un côté l'urgence et réagir rapidement, mais une urgence qui s'inscrit dans la durée. Donc, il faut gérer l'urgence dans la durée. Donc, ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ce que vous disiez très justement, c'est qu'il y a aussi des pathologies chroniques qu'on est en train d'évaluer, voir comment on pourrait les adresser. Et qu'on est en train de regarder ça avec Alexandre. Après, il y a aussi des choses amusantes et même... comment dire, touchante. Moi, récemment, et on est en train de travailler dessus, récemment, une association qui fait des prothèses
par imprimante 3D, s'est mis en contact avec nous. Donc c'est une association qui traite les enfants qui naissent avec une agénésie, c'est-à-dire il leur manque une main. Donc ils fabriquent des prothèses en imprimante 3D. Ils sont venus nous voir, on va les rencontrer cette semaine, où ils nous proposent de fabriquer des attelles pour l'Ukraine. Donc c'est un réseau qui est très très organisé, qui est très efficace et qui, associé à Tulip, peut aussi faire des choses sympas. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de développer. Mais après, on reste à l'écoute des ONG, des besoins, et on essaye de les satisfaire au mieux, en fonction aussi des adhérents et ce qu'ils peuvent donner au travers des dons et de l'achat de médicaments ou de matériel médico-chirurgical, ou au travers de dons financiers, on achète directement, ou alors au travers de dons qu'ils nous donnent directement. Voilà. Merci. Caroline Antoine, on va revenir un peu plus précisément sur l'émission d'Action contre la faim en Ukraine. Vous avez mis au point des sortes de cliniques mobiles qu'on appelle des stratégies avancées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, alors justement, par rapport à aussi ce que disait Madame sur la question de l'accès, donc au départ, ça a été en deux temps. Plutôt, quand il y a eu les arrivées importantes, surtout sur Zaporizhzhia, Dnipro, c'était des stratégies avancées dans les zones d'hébergement. C'est-à-dire une stratégie avancée, c'est à la place que le médecin consulte dans son centre de santé, il se déplace dans le centre d'hébergement. Donc ça, en fait, ce n'est pas les équipes directement d'Action contre la faim qui l'ont fait, mais ce sont les médecins de famille, ce réseau de médecins généralistes, si on prend la comparaison avec la France, qui allaient directement dans ces zones de transit, faire ces consultations et avec les médicaments de Tulip, du coup, donner les médicaments gratuitement. Parce qu'en fait, en Ukraine, il y a des médicaments qui sont pris en charge 100% par l'État, qui concernent le diabète, les maladies cardiovasculaires, hélas, mais pas pour les autres pathologies. Et on a vu quand même un développement d'autres types de pathologies, notamment infectieuses, par rapport au fait que les réseaux d'eau étaient coupés. Effectivement, aussi dans les métros au niveau de Kharkiv, beaucoup de problématiques de diarrhée, de choses comme ça. Donc il y avait aussi d'autres pathologies qui étaient peut-être pas très communes, en tout cas qui étaient beaucoup moins, avec une incidence beaucoup moins importante avant. Donc ça a été dans un premier temps, et ensuite aujourd'hui, et donc ça continue. Par exemple sur l'oblast, donc la région de Kharkiv, il y a la ville, mais il y a aussi des zones. Parce que les personnes sont hébergées soit dans les centres d'hébergement, mais aussi beaucoup dans les familles. Donc, il y a des appuis aux structures de santé existantes. Donc, c'est des structures de santé où il y a plusieurs médecins généralistes qui sont là. Et ça permet, d'une part, donc c'est tout ce qui est support en médicaments, parce que normalement, les gens doivent aller à la pharmacie et payer. Donc, pour les personnes les plus vulnérables, les déplacés, les personnes âgées, il y a une vraie barrière d'accès financier. Donc, ça permet de rendre l'accès aux soins aux plus vulnérables. Donc, avec le personnel, les ressources humaines du ministère de la Santé, soit donc dans des postes fixes, soit en stratégie avancée, donc soit dans les zones de transit, soit dans des zones d'hébergement, parce que parfois, effectivement, il y a des problématiques de transport, ce genre de choses. Donc, c'est ça un peu plus précisément ce qu'on appelle les stratégies avancées. Très bien. Antoine, donc je le redis, vous étiez vraiment au quotidien avec des populations déplacées. Vous avez senti une urgence de leur part en termes de besoins et de nécessités de médicaments ? Alors oui, on a ressenti cette urgence qui était quand même assez présente, puisque encore une fois, faut bien se mettre à l'esprit que c'est pas des personnes qui avaient planifié ce voyage. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient et ils les ont mis dans des sacs Carrefour en fait. Enfin, sans vouloir faire de la marque, on n'a plus pour n'importe quelle marque. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient. Tellement qu'il a fallu le deuxième jour qu'on achète nous-mêmes dans les supermarchés moldaves des cabas pour remplacer les sacs en plastique qui tombaient en morceaux quand ils arrivaient à la frontière. Donc il y avait une urgence, vraiment, ils avaient plus leur traitement. Et parfois, donc, effectivement, il y en avait qui avaient la chance de pouvoir garder un suivi, puisqu'on était assez surpris du nombre de réfugiés qui étaient connectés, en fait, qui étaient avec leur portable et qui gardaient contact avec leurs proches. Donc effectivement, il y avait un réseau de télémédecine qui était quand même assez présent, mais c'était pas le cas pour tous. Il y avait, encore une fois, il y a des populations, des réfugiés qui passaient en voiture, mais il y avait les autres qui étaient ramenés par car et par bus et qui n'avaient rien, en fait, mais rien de rien avec eux. Donc nous, on s'était organisé où on avait un petit poste où effectivement on allait en consultation avec parfois les traducteurs quand c'était nécessaire, quand c'était un peu plus poussé, où là on faisait les soins. Et puis sinon, il y avait aussi des soins pour les enfants aussi, parce que les enfants étaient parfois un peu fatigués, donc il fallait quand même essayer de dédramatiser les choses. Donc on avait un espace pour les enfants
pour déjà permettre que les enfants pensent à autre chose, que les mères puissent souffler un peu, et puis s'occuper de la mère qui est souvent, je pense qu'il y a des mères dans l'assistante, souvent on fait passer les enfants avant soi-même, et qui parfois s'oubliaient, et puis en fait, dès qu'elles relâchaient la pression parce qu'elles avaient passé le poste de frontière, c'est là qu'il y avait une pathologie ou quelque chose qui se déclenchait, parce que le relâchement, on avait tout qui arrivait à ce moment-là. Donc on avait ce petit coin-là, et puis il y a une autre partie de la mission dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'en fait on a beaucoup de ces populations, et notamment les plus pauvres, qui n'avaient pas forcément des points relais après ailleurs en Europe, qui sont arrêtés en Moldavie, et on a très vite les dispensaires d'État moldaves qui se sont retrouvés débordés. Il faut savoir que la Moldavie, la majorité de leurs médicaments provenaient des chaînes ukrainiennes, et que quand il y a eu la guerre, et du coup l'approvisionnement s'est arrêté. Donc on a notamment profité du fait que j'ai la chance de pouvoir parler roumain, et en Moldavie on parle notamment le roumain, donc ça a permis notamment de créer certains liens, et de pouvoir aller directement en contact avec les dispensaires moldaves, et de justement donner quelques cantines Tulip dans les dispensaires qui s'occupaient notamment des réfugiés ukrainiens. Donc on a essayé de voir large, parce que en fait, comme ça a été dit, il y avait beaucoup d'associations, et il fallait essayer d'optimiser nos moyens d'action. Donc il y avait déjà suffisamment sur les frontières, donc on a essayé d'aller un petit peu en poste arrière, comme on ne pouvait pas aller sur les postes avant. Du coup, on a fait l'inverse, on est allé en poste arrière. Donc on a optimisé là-dessus, et c'est vrai qu'il y avait une urgence qui était ressentie aussi dans les dispensaires moldaves. On a toujours les projecteurs qui sont braqués sur les zones de guerre, on pense pas assez souvent à ce qu'il y a derrière la zone de guerre. Diana Dols, est-ce que j'aimerais vous entendre rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Olivier Poirieux, vous qui êtes quand même assez régulièrement sur le terrain. Qu'est-ce qui vous manque, vous, au sein de votre ONG, comme médicament aujourd'hui? Aujourd'hui, on refait le point, parce qu'on a changé un peu aussi la stratégie, parce qu'on se réoriente sur les régions libérées, sur les régions qu'on sent qui vont être longuement dans la crise. Et donc, les deux qui sont en manque, c'est les antibiotiques et les produits d'anesthésie. Ensuite, il y a les produits de traitement en maladie orpheline, mais là, on est en train de voir aussi les produits anti-cancer. Pareil, l'information en train de remonter. Après, ça peut être les produits, la nutrition intérale, etc. Est-ce qu'il y a des besoins en médicaments qui sont spécifiquement liés à la guerre? Est-ce qu'il y a, en termes de médecine, oui, donc les anti-hémorragiques, et donc tout ce qui permet de stopper l'hémorragie. Donc là, les quantités sont énormes. Nous avons aussi aidé à faire les trousses de secours IFAC. Bon, nous, on s'est réorienté un peu plus dans la médecine tactique. Et donc, tout ce qui permet de stopper les hémorragies, il y a toujours un besoin, que ce soit les médicaments, que ce soit les consommables, que ce soit des équipements, que ce soit après pour le traitement. Caroline, est-ce que vous tirez le même constat sur ces manques de médicaments au sein d'ACF ? Oui, alors après, donc là, c'est vrai que c'est aussi sur le long cours, donc c'est ça qui est difficile. Et là, en tout cas, sur les zones où on travaille, c'est aussi des zones, certaines dans une partie de la région, qui ont été libérées. Donc il y a aussi des infrastructures qui sont, en tout cas, qui sont maintenant sous contrôle gouvernemental. Et du coup, il y a aussi... Alors c'est vrai que là, peut-être je parle pas exactement du médicament, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins de générateurs, de choses comme... Pardon. Oui, vous confirmez ? Oui, non, mais en tout cas, je veux dire, en tout cas, si on prend le système, bien sûr, les médicaments, mais c'est vrai que déjà, je veux dire, les malles sont déjà assez complètes. Et nous, on a eu la chance d'avoir du vrac. Donc pour compléter aussi, notamment sur certaines demandes des hôpitaux, mais en tout cas là, juste peut-être si on prend l'actualité dans les zones où on travaille, on va dire il y a un besoin de renforcement du système de santé. Bien sûr, peut-être si on est plus axé sur le médicament, sur toute la question de la supply chain, et peut-être pas que finalement sur les intrants, mais aussi sur restaurer ça. Et puis les infrastructures sont dans des états, c'est très très compliqué, les problèmes d'électricité, mais ça c'est aussi important, hein, si on parle de vaccination, la chaîne du froid, etc. Donc bon, peut-être que là j'ai élargi un tout petit peu la question du médicament, mais voilà.
Moi, c'est là où je vois les besoins aussi très très importants. Et puis cette continuité, parce que notamment, il y a vraiment une incidence très très forte de pathologies. Donc on est toujours avec ces pathologies chroniques, mais aussi de pathologies infectieuses qui étaient beaucoup moins présentes avant, et notamment avec les questions de difficultés d'accès à l'eau, etc. Enfin voilà, qui ont entraîné ça, d'infections respiratoires avec les problématiques de chauffage, etc. Sur votre point, on avait été très surpris au début du conflit de voir dans beaucoup de conflits armés, on essaye de viser l'ennemi, disons son armée, ou en tout cas de l'intercepter, alors que là on voyait des centres hospitaliers détruits très tôt, très vite et énormément. Et ce qui laissait préfigurer le fait qu'il y aurait des gros besoins parce que justement il n'y aurait plus d'hôpitaux et donc ce que vous dites, des générateurs, des choses comme ça, oui, j'imagine. Caroline, je pense que c'est important aussi d'en parler ce soir. ACF a aussi une grande partie de ses actions qui se focalisent sur la santé mentale. En Ukraine, vous pouvez nous détailler cette mission, vos actions ? Oui, non, ça a été vraiment extrêmement... oui, c'était vraiment... Beaucoup de gens souffraient de problèmes importants en termes de santé mentale. C'est-à-dire que les personnes qui arrivaient, quelle intervenance est tombée dessus. Il y avait donc, nous, on met aussi en place ce qu'on appelle des espaces mère-enfant pour justement protéger la question de l'allaitement, cette relation mère-enfant, etc. Et c'est aussi l'occasion d'avoir un espace où, par exemple, la mère peut parler, parce que quand il y a une problématique de santé mentale, on n'est pas forcément en capacité de s'occuper de son enfant quand soi-même on n'arrive plus à fonctionner correctement. Et donc, on avait eu plusieurs axes. On avait aussi vu toute cette société civile très tôt qui a fait énormément de choses. Mais c'est des gens qui travaillaient 7 jours sur 7, parfois 20 heures sur 24. Et donc, qui eux-mêmes, après 3-4 semaines, étaient très fatigués et recevaient en permanence ces témoignages, etc. Donc, c'était aussi... il y avait aussi un besoin au niveau de ces intervenants. Donc, on a eu plusieurs choses. Donc, il y a eu la question de formation. Après, il y a le fait qu'il y a eu la guerre en 2014. Quand même, pas mal de psychologues avaient été aussi formés sur ces questions-là. Parce que sinon, il y avait les psychologues qu'on voyait plutôt à l'Ouest, elles travaillaient plutôt dans le développement de l'enfant. Donc, il y a eu un axe de travailler sur des renforcements de compétences de ces psychologues sur la prise en charge du trauma. Il y a eu beaucoup de formations sur tout ce qu'on appelle le psychosocial first aid. Pour ces intervenants, il y a eu aussi des groupes de parole pour le débriefing émotionnel de ces intervenants de première ligne. Et encore une fois, il y avait beaucoup de choses qui se passaient aussi en ligne. Donc, il y avait beaucoup de numéros verts qui étaient déjà en place. Donc, on a essayé de s'appuyer sur l'existant, de ne pas recréer quelque chose comme ça. Donc, on a été voir ces chaînes-là et voir, des fois, en fait, ils avaient beaucoup de bénévoles, mais à un moment, il fallait peut-être subventionner un petit peu pour que les gens soient payés et assurer une durabilité, parce que là, on est à 10 mois ou 11 mois. Donc, pour que ça tienne sur le long terme, il faut aider. Ça ne peut pas que tenir sur le bénévolat. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les personnes directes, sur la formation et aussi sur les aidants aussi. Et Antoine, vous me disiez que vous avez été quand même très marqué, très touché par cette mission que vous avez faite en Ukraine, et pourtant, vous avez déjà effectué beaucoup de missions auparavant. Alors oui, le fait d'être réserviste depuis 2016, le fait d'être médecin-pompier dans le Rhône, la Drôme et l'Ardèche, ça donne l'occasion de voir pas mal de choses. Pour tout vous dire, moi j'ai pas pu m'occuper d'enfants après pendant une semaine à mon retour de mission. Alors il y a eu l'épuisement parce qu'il a fallu faire les 33 heures aller, mais il a fallu faire les 33 heures retour. C'était un stress et une pression constante. Il faut savoir qu'il faisait assez froid. La tenue que je porte aujourd'hui, c'est la tenue officielle de casque à puits. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est tout à fait adaptée pour les températures qui oscillent autour de -10, parce qu'on n'avait pas d'autre tenue. Donc, quand il fallait faire une photo pour parler de notre mission, on la prenait en 10 secondes et ensuite on se rhabillait. Toujours est-il que ça a été une mission qui a été épuisante pour l'ensemble de l'équipe. Je pense qu'il n'y en a pas un seul d'entre nous qui n'a pas pleuré au retour. On a eu un suivi avec les psychologues du service, des pompiers du Rhône. Mais toujours est-il que ça a été extrêmement compliqué parce que c'était à la frontière, c'était des maris qui laissaient leurs femmes
femmes et leurs enfants et qui repartaient avec la voiture. C'était des petits bouts qui en fait te demandaient constamment où était leur papa à la frontière. Alors, en plus des cabas, on a acheté également des Kinder. Alors effectivement, c'est pas les recommandations du ministère de la Santé sur la nourriture des enfants, mais ça leur permettait d'avoir 10 secondes de bonheur quand ils avaient leur petit bâtonnet Kinder à la bouche. Après, c'était... en fait, je pense que ce qui était le plus difficile par rapport aux missions que j'avais déjà fait en Afrique, c'était que c'était chez nous, en fait, et c'était des structures qu'on pouvait retrouver chez nous. On pouvait complètement... En fait, on se retrouvait dans ces populations, et c'est ça qui rendait la chose encore plus prenante. Donc, encore une fois, c'était une expérience assez incroyable. Si on me demandait demain d'y retourner, bien évidemment, j'y retournerais. Mais c'est pas un appel du pays. Il y a les retraites en ce moment à l'Assemblée nationale, chaque chose en son temps, chaque bataille les unes après les autres. Mais voilà, en tout cas, c'était une très belle expérience, très, très enrichissante, et on a beaucoup, je pense qu'on a tous appris. Merci beaucoup. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup tous les quatre. On a un tout petit peu de temps pour prendre quelques questions, mais vraiment très peu de temps. Donc si certains parmi vous ont des questions à poser, n'hésitez pas. Oui, alors peut-être que... Je crois qu'on va vous donner un micro. Merci d'abord. Bravo pour ce que vous faites. Je suis très admiratif. Et je voudrais rebondir sur justement ce que vous avez dit, Antoine, et je crois vous aussi, madame. Très intéressant d'entendre qu'en tant qu'ONG, vous êtes arrivé et vous avez dû prendre un rôle différent de ce que vous êtes habitué. C'est un rôle non pas de substitution, mais il y a une structure qui existe. Finalement, c'est un pays qui avait sa structure hospitalière, médicale, de santé. Et c'est toute la difficulté que vous avez pour dire finalement là, comment est-ce qu'on va réussir à s'immiscer pour être utile. Et j'imagine, donc c'est pas vraiment une question, et en même temps, Tulip, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu des exemples avant où les médicaments arrivaient de toutes parts, c'est de réussir à fédérer. Est-ce qu'il peut y avoir une réflexion pour fédérer que les associations, les ONG comme les vôtres, avant de partir, essayent de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on va agir ? Alors, je ne peux pas vraiment être la porte-parole de toutes les ONG. Oui, alors, c'est vrai. Voilà, au départ, quand on est arrivé, donc il y a tout, j'ai envie de dire, je sais pas, le cirque humanitaire d'une certaine façon. Donc toutes les ONG qui arrivent, et puis on sait, il y a des ONG françaises, mais aussi les grosses ONG américaines. Et on n'a pas du tout la même culture, on travaille pas du tout de la même façon, donc on n'est pas forcément d'accord sur la façon d'intervenir. Donc il y a quand même, on va dire, des similitudes sur des ONG françaises et avec une certaine différence culturelle. Donc je pense que ça aussi, pour être très clair, je pense que ça serait assez difficile de s'harmoniser complètement. Maintenant, il y a quand même tous les systèmes de coordination de l'aide humanitaire avec les clusters. Et il y avait un cluster, donc c'est les Nations Unies qui organisent, qui fait une organisation de l'aide humanitaire. Et donc, par rapport à l'intervention militaire qu'il y avait en 2014, il y avait un cluster. Donc, ça a permis quand même d'organiser l'aide humanitaire. Et le ministère de la Santé ukrainien était extrêmement présent. Et plus que présent dans les décisions, au départ, les interventions des humanitaires. Voilà, il y a une intervention d'une ONG. Au début, ils ont commencé à faire des cliniques mobiles quelque part. Le ministère de la Santé, ils sont arrivés, ils leur ont dit de partir. Ils ont dit, mais c'est pas comme ça que vous avez fonctionné. Vous êtes inscrits à l'ordre des médecins, etc. Ukrainiens. Non, bon, merci. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc ça, c'était déjà quelque chose de positif. Il y a quand même cette coordination. Ensuite. Je pense que ce qui était important, c'est que quand on arrive, souvent on fait une évaluation de la situation, c'est-à-dire quel est l'existant, quels sont les problèmes prioritaires, quelle est la capacité de répondre à ces problèmes prioritaires et quels sont les gaps. Et c'est vrai qu'ils ont vu défiler, la première semaine ça allait, la deuxième, la troisième, ils disaient mais bon, ça vient, ils défilent là, ils nous posent des questions, ils voient comment... mais à un moment vous faites quoi ?
Et c'est vrai, on a reçu ces... Donc même nous, ça a été extrêmement difficile parce que, effectivement, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et sachant qu'il y avait une société civile très très forte, présente sur le terrain, qui agissait très concrètement. Donc, en tout cas, je vais parler pour l'organisation dans laquelle je travaille. Voilà. Nous, ce qu'on a mis tout de suite en place, c'est-à-dire, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas si simple. Aujourd'hui, on n'est plus, l'humanitaire s'est professionnalisé, on a des fonds européens, on a différents fonds, on doit rendre des comptes sur chaque centime dépensé, donc on peut pas juste... Voilà, c'est aussi, il y a pas mal de contraintes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a appelé les Quick Win Impact, c'est-à-dire les initiatives de la société civile qui étaient là. On a dit, bon voilà, comment on peut vous aider ? Où est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous avez comme besoin ? Et on a signé de manière... Et là, on a la chance d'avoir des fonds propres chez Action contre la faim. Donc là, on a mis de l'argent en fonds propres. Comme ça, on n'avait pas ces contraintes bailleurs en disant... Parce qu'aussi, il y a des donateurs peut-être dans la salle, je ne sais pas, qui donnent de l'argent. Donc, du coup, on leur a donné peut-être un contrat de 20 000 euros pour du carburant parce qu'ils faisaient des référencements avec l'ambulance, enfin des choses comme ça. Donc, en fait, ça nous a permis en même temps de faire l'évaluation pour mieux comprendre et apporter une aide un peu plus structurée. D'avoir ces interventions-là. Et c'est ça aussi qui nous a permis, je pense, d'être acceptés par les autorités sanitaires ukrainiennes, parce qu'on a en même temps, en parallèle, je vous regarde parce que tout à l'heure vous parliez de ça, mais voilà, de faire... Et je pense que c'est vraiment aussi la capacité, finalement, peut-être du bon sens, c'est d'observer, d'écouter et de s'adapter et de se dire, bah voilà, on ne sait pas, c'est vous qui êtes touché, c'est vous qui êtes en train de répondre. Donc nous, on est là de manière bien humblement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est sûr que c'est pas voilà, c'est pas le grand humanitaire qui arrive pour sauver l'Ukraine. Clairement, je pense que quand on fait de l'humanitaire comme ça, il faut pas avoir d'ego. En fait, il faut effectivement, on vient avec une idée, mais l'idée peut être complètement différente. Mais c'est pas pour autant que même si elle est différente et qu'on ne fait pas ce qu'on pensait faire, eh ben ça va être inutile. Et on s'est observé pendant une journée, et effectivement, il y avait toutes ces tentes, tout ce matériel au niveau du point où quand les réfugiés passaient pour prendre leur bus. Et en fait, nous, on a réussi à s'adapter et on est passé de l'autre côté, on est passé vers la frontière côté ukrainien un tout petit peu avant. Et on est allé là où on avait vraiment besoin de nous. Et effectivement, c'était pas forcément... parfois, ça se limitait à juste aider les gens à porter leurs affaires. Ça pouvait être ça, mais au moins, on servait à quelque chose. On n'était pas là juste pour compter les champignons. Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne. On va passer maintenant à la table ronde consacrée au Liban. Merci beaucoup à nos intervenants. Donc, je vais appeler Olivier Routot de Première Urgence Internationale, Oumaima Farah de l'Ordre de Malte et le docteur Elie Haddad. Bonsoir à tous les trois. Alexandre Laridan de Tulip. Donc, Oumaima Farah, vous êtes vice-présidente de l'Ordre de Malte au Liban. Bonsoir. Docteur Elie Haddad, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Euro-Lebanese Medical Society. Olivier Routot, vous êtes le directeur des opérations donc de Première Urgence Internationale. Et Alexandre Laridan, directeur des opérations de Tulip. Et je vous laisse la parole. On va faire un point, un rappel de la situation libanaise et des actions de Tulip au Liban. Alors évidemment, comme Olivier, moi je ne vais pas faire non plus de géopolitique ni de rappel trop économique. Mais il faut savoir que Tulip, c'est à peu près 22 pays dans lesquels on travaille chaque année. Évidemment, c'était très important pour nous de parler de l'Ukraine. C'était très intéressant. Et puis, il a fallu faire un choix. Et on a choisi de parler du Liban parce qu'il nous a semblé que ça fait partie des pays qui sont un peu au bord du gouffre aujourd'hui, qu'il est peut-être encore temps de faire quelque chose. Et c'était important pour nous d'en parler. Alors, le Liban, c'est à peu près pour Tulip, en 3 ans, 25 tonnes qui ont été envoyées. C'est quand même assez gros pour nous. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Et l'histoire n'a pas commencé tout de suite. C'était à la tragique occasion de l'explosion du port de Beyrouth, où le milieu humanitaire, où la communauté internationale a enfin ouvert les yeux sur la situation libanaise. Parce qu'évidemment, ça faisait longtemps que le pays était en crise politique et économique. Et puis cet événement a fait qu'il y a eu un afflux d'aide humanitaire à laquelle on a participé et qui a un petit peu démarré les opérations qu'on retrouve aujourd'hui au niveau humanitaire. Alors évidemment, dans les 48 heures avec le centre de crise, on a intervenu, on a envoyé 2 tonnes de produits parce qu'il y avait évidemment des dégâts tangibles dans les hôpitaux. Il fallait intervenir en urgence.
Mais je dirais que la phase la plus intéressante, c'était plutôt en septembre, où on s'est dit, voilà, on est dans un pays dans lequel il y a une grave crise, il y a un grand manque de produits, il va falloir trouver des partenaires. Et puis on a sélectionné petit à petit de nouveaux partenaires. Vous les voyez aujourd'hui, ils vont discuter avec vous. Et je pense que ça nous a permis d'être très pertinents sur le terrain, avec je dirais le peu de donations qu'on a pu faire jusqu'à présent, même si ça correspondait à peu près entre 400 000 et 700 000 patients en 3 ans. Et je voulais terminer cette petite introduction parce que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises le ministre de la Santé libanais, le docteur Fiyaz Sarrad, qui nous a très bien accueillis, qui, contrairement on va dire, aux autres ministres de la Santé avec lesquels on a pu travailler, voyait en tout cas la donation médicale comme une bonne chose. Et il nous a expliqué que pour lui, son pays était quand même pas encore sorti de la situation dans laquelle il était. Il n'avait pas encore touché le fond. Et que les donations médicales, comme ce que faisait Tulip, permettaient un atterrissage en douceur, pouvoir après repartir quand la situation sera meilleure. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut dire peut-être, oui, le Liban, c'est peut-être pas on pourrait penser que c'est peut-être pas forcément la zone la plus importante du monde, mais si, parce que justement, notre action, elle est pertinente et elle pourrait permettre justement un meilleur devenir pour la situation de santé. Et voilà, maintenant, on va écouter nos... Merci Alexandre. Oumaima Farah, vous vivez à Beyrouth, vous servez l'Ordre de Malte depuis 12 ans, l'Ordre de Malte qui est présent quasiment partout dans le pays, à travers des centres de santé primaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mode opératoire? Comment ça fonctionne? Oui, alors permettez-moi d'abord de fêter les 40 ans à Tulip. Merci pour tout le soutien et pour tout le soutien de l'industrie pharmaceutique, ô combien on en a besoin ces jours-ci avec la crise qui touche notre pays. Donc en fait, l'Ordre de Malte est présent au Liban depuis les années 50. Donc ça fait quand même plus de 60 ans qu'il est présent à travers ce qu'on appelle des centres médico-sociaux en collaboration avec beaucoup de partenaires, dont de différentes confessions. Et c'est très important parce qu'on sait que le Liban, ce petit pays à 18 communautés religieuses, est un laboratoire de coexistence. Donc en fait, le premier centre médico-social a été créé en 57, mais le réseau s'est développé durant la guerre. Et je souhaite vraiment aujourd'hui la table ronde qui était avant nous avec la guerre en Ukraine, qu'elle ne perdure pas autant que la guerre libanaise et qu'on puisse trouver une solution pour la dignité de chacun. Et donc, le réseau de l'Ordre de Malte s'est étendu dans les régions limitrophes pour répondre donc à la crise, pour apporter le soin, qui est un droit pour tous finalement, pour apporter la justice, mais aussi pour apporter le soin de l'âme et être un message de paix et de coexistence, puisque c'était non seulement des soins de santé, mais c'était aussi un moyen de préserver la coexistence dans ce pays en guerre. Et donc, il ne faut pas oublier aujourd'hui que le Liban a vécu donc 15 ans de guerre civile, 15 ans d'occupation, une autre guerre en 2006, la crise des réfugiés, aujourd'hui avec 2 millions de réfugiés à peu près, donc qui représentent plus de la moitié de la population libanaise. Et aujourd'hui, la population libanaise qui se retrouve avec cette crise économique, cette crise financière, cette crise sociale et une crise humanitaire qui perdure. Quelqu'un a dit une crise chronique. Oui, c'est une crise chronique qui se retrouve donc aujourd'hui. Le Libanais se retrouve réfugié dans son propre pays puisqu'il reçoit moins d'aide que ce qu'aujourd'hui les réfugiés sont en train de recevoir. Et donc là, le rôle de l'Ordre de Malte et je pense des autres ONG qui sont présents bien sûr sur le terrain, c'est justement d'essayer de pallier à cette demande grandissante pour éviter ce qu'on appelle une guerre des pauvres. Et pour éviter donc cette montée de tension qui est très palpable aujourd'hui. Donc, pour revenir à la question, les centres de soins de santé primaire. Donc, comme je l'ai dit, le Liban, donc l'Ordre de Malte au Liban s'est développé à travers des centres médico-sociaux. Après la guerre, donc la plupart des centres étaient des dispensaires, on va dire. Au Liban, il y a à peu près 1000 à 1500 dispensaires, donc qui prodiguent la consultation médicale et le médicament. Mais après la guerre, donc le ministère de la Santé a repris un peu la main et en 2008 a instauré ce qu'on appelle le programme de soins de santé primaire et qu'il a légué aux ONG présentes ou qui étaient actifs sur le terrain au Liban pour gérer justement ces centres de soins de santé primaire selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et avec un système d'accréditation basé
avec le ministère de la Santé bien sûr, basé sur les normes canadiennes. Donc aujourd'hui, l'Ordre de Malte au Liban, à travers ses 40 projets sur l'ensemble du territoire, comme on a pu le voir dans la carte qui est passée, il a plus de 25 structures en fait qui offrent ces soins de santé primaire. Ça veut dire que c'est toute une panoplie de consultations médicales, mais aussi avec le médicament, le référencement, souvent au secondaire et tertiaire, les laboratoires, donc examens, etc. Et bien sûr avec toute une structure. Donc on gère à peu près 11 centres médico-sociaux, 11 centres de soins de santé primaire directement liés à l'Ordre de Malte, avec 5 centres partenaires avec différentes confessions, mais aussi avec l'armée libanaise, avec la Direction générale de la Sûreté générale. Nous avons 7 unités médicales mobiles donc, qui vont vers l'autre, parce qu'aujourd'hui, avec la crise du fioul et l'inflation, les gens ne peuvent pas venir à nous, donc on se rend chez eux, avec aussi une structure d'antenne médicale fixe aussi, et d'antenne médicale mobile. Merci beaucoup. Docteur Haddad, vous avez créé votre association en pleine crise Covid. Au début, c'était un réseau de professionnels, mais la crise économique, vous me disiez, a complètement bouleversé votre mission sur place. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, merci de votre invitation. Encore une fois aussi, bonne fête à Tulip et merci beaucoup pour tout. Moi-même, je suis médecin, j'ai fait mes études de médecine au Liban, la spécialité en France, donc je suis installé à Paris. Pendant la crise du Covid, on était à la maison, effectivement, on a eu le temps, entre guillemets malheureusement, de mettre en place cette idée-là qu'on avait depuis longtemps. Effectivement, la diaspora libanaise est très forte dans le monde entier, en particulier la diaspora médicale. Donc on a voulu se rassembler, on était quelques-uns, puis on a agrandi le réseau. Ce n'est pas que des médecins, c'est des professionnels de santé, pharmaciens, dentistes, psychologues, infirmiers, etc., et ce n'est pas qu'en France, on est sur toute l'Europe, mais principalement en France, principalement des médecins. Donc on a commencé, c'était en juin 2020. Effectivement, on a commencé par les premiers envois des saturomètres, des petites choses comme ça, et surtout un réseau de liaison de santé. On faisait des conférences sur le Covid, etc., mais il y a eu l'explosion du 4 août qui a effectivement chamboulé le fonctionnement. On a évolué vers l'humanitaire. On a un pôle humanitaire qui est très développé actuellement. On travaille beaucoup avec Tulip. Et on a le pôle santé, on fait des conférences médicales, etc. Donc c'est un réseau, c'est une association médicale, si vous voulez, en fait. Et surtout, on s'est retrouvé d'être le réseau qui rassemble tous les médecins et professionnels de santé qui fuient le Liban actuellement. On est là pour les rassembler, les garder en lien avec le pays. Parce que ça, c'est une hémorragie importante qui se passe actuellement. On va en parler, oui, on va en parler. Voilà. Olivier Routot, je rappelle que vous êtes directeur des opérations de première urgence. C'est une ONG qui est présente au Liban depuis 1996. La crise, on imagine, économique a complètement aussi bouleversé votre mission sur place. Alors oui, merci de l'invitation aussi. Alors moi qui suis en 82, je comprends tout à fait ce que ça veut dire avoir 40 ans, donc bon anniversaire à Tulip. Oui, effectivement, Première Urgence Internationale est présent au Liban depuis 1996 et comme dans multiples pays où on est présent, c'est souvent à l'occasion d'une crise particulière. On parlait tout à l'heure du blast pour ce qui concerne de Beyrouth de 2020 comme un événement particulier au milieu d'un pays qui vit de multiples crises. Nous, c'était le contexte des années 90, donc effectivement avec des mouvements de population très importants depuis le sud, fuyant le sud Liban vers Beyrouth et notamment avec les réfugiés palestiniens et où on avait commencé à travailler sur tout un tas d'opérations d'urgence. Et comme ça se passe très souvent dans ce genre de crise, après cette phase-là vient la nécessité d'analyser, de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on sent que cette crise elle ne va pas passer. Et pour ce qui concerne évidemment les réfugiés palestiniens, des besoins il y en a depuis très longtemps. Et comment on peut ancrer ces opérations plus dans la durée. Donc dans les années 2000, on a fait beaucoup de formations professionnelles. On a essayé de tirer tout un tas de populations vulnérables de la situation économique dans laquelle ils étaient prisonniers, dans un cadre qui était extrêmement contraint. Et puis le Liban, c'est un peu le pays de la superposition des crises, puisque à partir des années 2010, il y a évidemment l'afflux massif de réfugiés syriens, et où nos opérations ont évolué au regard du contexte. Donc en permanence, finalement, depuis plus de 25 ans, nos opérations, elles évoluent pour s'adapter à la réalité de ce contexte, et notamment pour les plus vulnérables. Donc cette approche par les vulnérabilités nous a amené évidemment à cibler les populations réfugiées au Liban, mais aussi à s'intéresser à leur environnement proche, et notamment pour ce qui concernait les réfugiés syriens dans les années 2010, il y avait une très forte concentration de ces populations dans des milieux urbains, et dans des milieux urbains particulièrement pauvres, ou en tout cas moins favorisés économiquement, notamment au nord Liban, dans le nord du Liban.
Et c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé de penser nos interventions sur une inclusion, et ça fait quoi ce que disait Madame sur la question de... Parfois on observe un décalage entre l'assistance qui peut être prodiguée à tout un tas de populations qui ont un statut, notamment ceux de réfugiés, et puis des populations qui sont extrêmement proches, qui sont souvent pas beaucoup mieux favorisés d'un point de vue économique et qui n'ont pas forcément accès à tous les services essentiels. Et c'est là où on a effectivement élargi ça. Et l'effondrement économique, pour relier à votre question, qu'on observe évidemment depuis un certain nombre d'années au Liban, nous fait aujourd'hui considérer que dans notre finalement la part des populations assistées aujourd'hui au Liban par Première Urgence Internationale, on a 60% de Libanais assistés vu l'évolution du pays. Alors justement, Oumaima, par qui sont fréquentés vos centres de santé? Quel est le profil de ces patients? J'imagine que le profil a changé au fil des années. Oui, nécessairement, le profil a beaucoup changé, et pas seulement au fil des années, au fil des 2 dernières années. Donc, il y a eu un déclassement social inimaginable. Toute une classe moyenne qui avait donc travaillé toute sa vie, qui avait mis ses économies de côté, qui payait sa sécurité sociale. Aujourd'hui, elle ne vaut plus rien. Donc, les personnes qui pouvaient se le permettre, en général, le système n'est pas un système de santé publique au Liban, il est plus axé sur le privé. Et beaucoup de personnes, donc ces personnes-là de la classe moyenne, pouvaient se payer donc les assurances et aller se faire soigner dans le privé. Aujourd'hui, la sécurité sociale ne vaut plus rien. On n'a pas parlé de la dévaluation de la livre qui est très importante. Juste pour vous donner une idée un peu, $1 vaut toujours au taux officiel 1507 livres libanaises. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, $1 vaut 57 000 livres libanaises. Donc c'est pour vous dire, une consultation médicale, par exemple, dans le privé qui coûtait 75 000 livres, qui était déjà assez cher, donc qui valait $50. Aujourd'hui, elle vaut à peu près 3 millions de livres, alors que le SMIC est à $300, donc l'équivalent de 450 000 livres libanaises. Donc c'est à peu près, on parle de 80% de la population qui a été appauvrie. Aujourd'hui, malheureusement, donc, les personnes qui fréquentent nos centres sont les personnes de cette classe moyenne. Et ça a été très difficile parce que, bon, en général, dans la mentalité des Libanais, les Libanais ont beaucoup de dignité, on va dire. Et ça a toujours été très tabou de fréquenter ce qu'ils appellent jusqu'à aujourd'hui même des dispensaires. Donc, c'était assez mal vu d'aller dans un dispensaire. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus vraiment le choix, et on a dû beaucoup travailler avec le ministère de la Santé, j'imagine vous aussi, pour faire passer le message comme quoi les centres de soins de santé primaire sont des centres de qualité, des centres d'excellence. Et c'est pourquoi, en l'espace de 2 ans, nous avons dû refondre toute l'infrastructure grâce à des partenaires, heureusement, qui se sont tenus à nos côtés. Nous avons restructuré tous nos centres, nous avons fait des formations à tous nos agents de santé. C'était très difficile pour ces personnes donc, de la classe moyenne de venir dans nos centres, parce que déjà elles se sentaient diminuées, elles sentaient leur dignité bafouée, elles sentaient qu'elles venaient mendier quelque chose auquel elles n'étaient pas supposées. Puisqu'elle avait travaillé toute sa vie, avait mis ses économies de côté. Aujourd'hui, ces personnes de la classe moyenne qui ont leur argent bloqué dans les banques ne peuvent avoir que $200 par mois au compte-gouttes, et encore. Donc, déjà, elles venaient chez nous dans nos centres, et avec une certaine agressivité, on va dire. Et c'était très difficile aussi de former nos agents de santé qui passaient par la même crise aussi, à les accueillir. Donc, non seulement on a travaillé donc, sur toute la restructuration de l'infrastructure, mais aussi la formation de tous nos agents de santé, et pour pallier aussi à ces médecins, puisqu'on sait très bien qu'au Liban, en fait, on a un système de santé qui allait très bien, qui attirait toute la région, qui rayonnait, en fait, et aujourd'hui, qui est touché de plein fouet déjà par l'explosion, mais aussi par l'inflation et par tout le contexte socio-économique. Donc, nous avons aussi ouvert nos portes à ces médecins, justement, pour les empêcher de quitter, en leur disant, venez faire des vacations dans nos centres. Vous apportez l'excellence. Et deuxièmement, je dois avouer aussi que le rôle de Tulip était très important, parce qu'à une époque où il y a une pénurie de médicaments, et on retrouve très souvent des médicaments génériques de très mauvaise qualité sur le marché et avec une très grande pénurie, en fait, les gens se sont repliés dans nos centres parce que de bouche à oreille, ils ont su qu'on avait
un très bon médicament. Et donc, ce qui fait que les gens venaient d'abord chez nous dans nos centres pour acquérir le médicament de bonne qualité. Et en fait, ils ont compris le système de soins de santé primaire. Ce qui fait que petit à petit, on est passé, je vous donne un exemple d'un de nos centres qui est le plus proche de Beyrouth, où il accueillait 60 à 80 patients par jour. Aujourd'hui, il accueille plus de 500 patients par jour. Et donc, le rôle de Tulip a vraiment beaucoup influencé pour que ces personnes-là, déjà qui avaient donc leur dignité bafouée, venaient d'abord pour la qualité de médicaments et ont compris aussi la qualité de l'offre de soins que nous donnions. Et ça, c'était très important. Et l'année passée, on a pu couvrir à peu près 20% de la demande en consultation subventionnée, ce qui est énorme pour un si petit pays. Docteur Haddad, on parlait de l'inflation, du coût de cet accès aux coins qui coûte très cher. Il y a aussi finalement la fuite des médecins qui est un problème au Liban. Vous le constatez ? Je le constate bien sûr au vu du nombre de médecins qu'on retrouve ici en France, surtout qui viennent, notamment des jeunes. Notre association est principalement faite de jeunes médecins. Je me suis renseigné encore hier avec le président du Conseil de l'Ordre des médecins au Liban pour avoir quelques chiffres justement. Il y a près de 3000 médecins qui ont quitté, ce qui fait 25% de la population médicale libanaise. 3000 en combien de temps ? Sur les 2 ans, sur les 18 mois, 2 ans qui ont suivi. Le problème n'est pas là. C'est qu'il y a 25% de médecins en tout, mais il y a près de 60% de jeunes médecins. Ce qui fait que l'avenir de la médecine au Liban est vraiment menacé parce que ces jeunes médecins quittent et souvent ils ne reviennent pas au Liban parce que quand ils s'installent, quand ils se marient, quand ils s'ancrent dans les sociétés où ils sont, ils ne rentrent pas forcément. Là, il m'a dit, il y a peut-être 5% de gens qui rentrent, mais effectivement, comme disait Madame Farah, c'était l'hôpital du Moyen-Orient, le Liban. Là, maintenant, avec la fuite, et pas que des médecins, les infirmiers, tout type de soignants. Donc le Liban se retrouve avec notamment des spécialités qui manquent complètement. Les chirurgies infantiles, il n'y a plus de chirurgiens pour les enfants au Liban, ou presque. Il n'y a pas que tout type de médecins. Donc globalement 25%, mais dans les détails, ça fait peur pour la suite des choses. Olivier Routot, alors une question un peu générale, mais quels sont les impacts de cette crise économique et aussi de l'explosion du porc sur le système de santé libanais ? Alors ce qui est très intéressant dans les 2 choix de table ronde que vous avez fait, c'est qu'on a parlé de crise humanitaire et de crise du système de santé dans des contextes où il y avait un système qui était très fonctionnel, voire très très performant au Liban, comme c'était évoqué par mes collègues. Il y a la dimension, presque victime peut-être même de son succès. Je pense notamment à un des aspects. Donc il y a évidemment cette question de la fuite des personnels, au départ en tout cas des personnels de santé. Il y a la question effectivement de l'accès aux médicaments qui était évoqué par Madame. Il y avait aussi un réflexe hospitalier très important. C'était évoqué avec cette question d'aller dans le dispensaire, mais il y avait pour notamment le niveau primaire était peut-être sous-utilisé avec un réflexe d'aller à l'hôpital directement, ce qui aujourd'hui dans un contexte d'effondrement économique a plusieurs impacts. Bon, il y a évidemment un aspect engorgement si on cumule le côté moins de personnel de santé et puis ce réflexe hospitalier. Mais il y avait aussi, la problématique évoquée de la sécurité sociale et du remboursement et du coût de tout ce système-là. Ce qui fait que cette dimension-là contribue, en tout cas, est l'un des facteurs qui touche aujourd'hui le système de santé. Pour ce qui est du médicament, on est dans un pays qui est investi, alors c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans beaucoup de domaines, très peu dans l'appareil productif, ce qui fait qu'il est très très dépendant aux importations. C'est vrai pour tous les types de produits, mais c'est aussi vrai pour le médicament. Donc je trouve que l'expérience de cette crise au Liban, elle est aussi illustrative, elle peut m'amener aussi à réfléchir au-delà de la situation libanaise par rapport à la dépendance qu'on peut avoir à certaines chaînes de production quand un pays fait face à une telle crise. Et je reconnecte avec votre question, mais en tout cas c'est les différents champs qui font que le système est aujourd'hui très très vulnérable et dépendant d'une réflexion profonde dans la manière d'intervenir. On n'est pas en train d'intervenir sur quelque chose de très localisé, on est sur une crise à l'échelle d'un pays, ce qui rend évidemment les interventions dans la manière dont elles sont pensées et mises en œuvre totalement différentes. Oumaima, je voudrais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de l'inflation, de la hausse du prix du médicament. Quelles sont les conséquences de tout ça ? Où est-ce que les Libanais se procurent et comment ils se procurent des médicaments ?
Alors c'est là justement le problème, c'est d'avoir accès aux médicaments de qualité. Parce qu'aujourd'hui, donc le médicament jusqu'à 2021 était subventionné par la Banque centrale. Aujourd'hui, avec la levée des subventions, donc très souvent le médicament est soit introuvable, soit si on le trouve, il a des prix exorbitants. Et donc le problème, c'est que ça ouvre le champ à des médicaments importés illégalement. Aujourd'hui, donc les laboratoires de tests, donc de contrôle de qualité nationaux ne sont pas, on va dire, inexistants. Il y a un certain contrôle, mais il n'est pas très fiable, malheureusement. Et donc, on voit souvent sur le marché un médicament générique de mauvaise qualité qui vient de sources non fiables. Donc, alors il y a deux choses. Soit les personnes qui prennent donc ce genre de médicaments se retrouvent hospitalisées, soit par peur de se retrouver avec des médicaments justement de sources non fiables, les gens évitent de prendre leurs médicaments et se retrouvent aussi hospitalisés. Avec cet impact-là, beaucoup de gens aussi commencent à prendre une dose sur 3, par exemple, de leurs médicaments pour pouvoir continuer à pallier. Beaucoup de gens se replient donc sur leur famille, sur leurs amis pour pouvoir accéder aux médicaments, leur demandant d'acheter nous-mêmes, bien qu'on ait nos médicaments dans nos structures. À chaque fois qu'on part en voyage, on a toute une liste de familles et d'amis, amenez-nous les médicaments, voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que les gens donc pour pouvoir profiter des médicaments que nous avons dans nos centres, il faut être inscrit. Et donc, il y a tout un triage sur la santé, aussi du cas de vulnérabilité. Donc, même si le médicament, les gens peuvent se permettre d'acheter le médicament, ils ne peuvent pas l'avoir de chez nous, sauf s'ils font ce cas de vulnérabilité. Donc, les gens qui sont aisés, qui ont les moyens, très souvent ne trouvent pas le médicament sur le marché. Et donc, vont aller s'approvisionner ailleurs, et parfois, malheureusement, aux dépens de la qualité du médicament. Donc il y a un marché noir aujourd'hui. Oui, certainement, il y a un marché noir et il y a malheureusement, vu que nous avons des frontières poreuses et que nous avons des partis politiques qui prennent en otage les différents entrées, on va dire, au Liban, que ce soit l'aéroport ou le port, très souvent, ce qui est affrété n'est pas contrôlable. Donc on vit vraiment dans une situation déplorable, je vais être politiquement correcte et dire voilà ce mot-là. Elie Haddad, c'est un avantage, j'imagine, pour vous, et plus que ça, une sécurité de passer par Tulip pour vous procurer ces médicaments dans ce contexte, dans ce que Maïma vient d'expliquer? Si vous voulez, nous, madame, il travaille au Liban, nous, on travaille à l'étranger, donc c'est pas la même chose. Nous, on a commencé, on est actuellement près de 400 membres dans l'association. Donc, au début, on avait commencé, on est au 5e conteneur qu'on envoie au Liban actuellement. Donc, chacun collecté dans son coin, la pharmacie, les hôpitaux, le médecin qui connaît un peu le réseau, etc. On avait de tout venant. Donc c'était pas mal, mais avec Tulip, ça a changé un peu complètement la donne. Donc on a des médicaments, on sait qu'est-ce qu'on envoie, on peut demander des choses. C'est une chance d'avoir travaillé avec Tulip, c'est une responsabilité parce qu'il faut assurer. Et nous, on tient à chaque fois d'être là. Par exemple, le dernier conteneur vient d'arriver, on a donné à près de 27 structures entre dispensaires et hôpitaux sur tout le Liban, du nord au sud. On a distribué équitablement les produits. Et Tulip, il y avait autre chose aussi qu'on avait pu récolter. Près de 40 pieds de produits qui sont partis au Liban, qui viennent d'arriver. Olivier Routot, je prolonge un peu ma question de tout à l'heure. Vous parliez des défaillances du système de santé libanais. Qu'est-ce que Première Urgence met en place justement pour pallier ces défaillances ? Alors, nous, on a poursuivi la logique qu'on avait eue d'abord pour les plus vulnérables et donc beaucoup les populations réfugiées qui étaient exclues finalement de ce système de santé très privatisé et qui fonctionnait du coup sur les moyens disponibles des populations. Pour mettre en place finalement une forme de tiers payant qui permettait aux plus vulnérables d'accéder moyennant le paiement d'une somme à l'époque modique, mais qui aujourd'hui vaut des millions avec l'évolution de la dévaluation de la monnaie, et du coup qui permettait d'accéder au système de soins pour bénéficier d'une
une prise en charge totale du parcours de soins, de la phase de diagnostic, et y compris jusqu'à l'accès à un certain nombre de spécialistes, moyennant des protocoles mis en place avec les différentes structures, et qui permettaient du coup aux plus vulnérables d'y avoir accès. L'évolution de la situation fait que ce système qui était le système palliatif pour les plus marginalisés s'est étendu de manière de plus en plus importante à de plus en plus de populations, et notamment libanaise, ce qui nous amène aujourd'hui à travailler avec le ministère de la Santé de manière très importante sur l'élargissement de ce protocole à tout un tas de structures qui permettent cet accès aux soins. Mais au-delà de l'accès aux soins lui-même, il y a aussi cette dimension approche communautaire qui nous permettent, nous, d'aller, toujours sur cet aspect culturel, dans les communautés, dans les villages reculés, faire cette promotion de l'accès à la santé, que c'est possible et que les structures sont fonctionnelles et qu'il faut finalement changer ses habitudes de recours au système de santé. Et pas d'y aller tout seul, d'y aller avec les structures pour que ce soit le système de santé qui pénètre finalement les habitudes et les communautés libanaises. Enfin, il y a évidemment la question, on l'avait évoqué dans l'autre table ronde, mais de la santé mentale. On est dans un pays qui fait face quand même à un effondrement absolument inimaginable de son niveau de vie, tout simplement. Et c'est pas sans impact pour les gens d'un point de vue santé mentale. Et puis aussi de pouvoir travailler sur tout ce qui est santé materno-infantile et des programmes plus verticaux à ce niveau-là. Oumaïma, on a parlé tout à l'heure de l'inflation, du prix des consultations. Est-ce qu'il y a d'autres freins à l'accès à la santé aujourd'hui au Liban? Est-ce qu'il y a une perte de confiance aussi dans le système de santé? Je ne pense pas qu'il y a vraiment une perte de confiance dans le sens où on a encore de très bons médecins. L'idée, c'est d'essayer de les garder, justement, et de donner plus accès aux gens. Aujourd'hui, le pays est dollarisé, donc si on veut aller faire une consultation médicale dans le privé, il faut payer en dollars, en cash, et pour avoir accès aux soins. Donc malheureusement, le problème, c'est un problème typiquement financier. On a encore de très bons médecins. On a beaucoup de médecins qui ont quitté, qui ont décidé aussi de revenir. Mais il faut pouvoir aussi les garder et leur donner la chance. Le problème, c'est aussi la volatilisation des consultations, des prix. Donc aujourd'hui, chacun met son prix, le prix qu'il veut. Et puis le patient, s'il peut se permettre, il va. S'il ne peut pas se permettre, il ne va pas. Et c'est d'où le rôle justement d'unifier quelque part la tarification dans nos centres, qui aujourd'hui est à un prix symbolique. Mais c'est important de faire participer aussi le patient à son accès aux soins. Ce qu'on fait beaucoup aussi dans les centres de soins de santé primaire, c'est la sensibilisation. C'est aussi beaucoup l'éducation et des campagnes médicales. Donc, pour pouvoir déjà diminuer le portefeuille du gouvernement par rapport aux soins hospitaliers. Donc chaque mois à peu près, on a des campagnes médicales où on fait un dépistage aussi et on offre aussi les traitements. Ce qui est très important aussi, c'est les maladies qui sont oubliées. Donc les maladies neurodégénératives, le cancer malheureusement est un fléau. Nous, comme nous sommes on fait partie donc du programme de soins de santé primaire, on n'a pas le droit de donner le médicament oncologique ou des psychotropes. Mais ce qu'on a fait pour pallier justement à cette demande et pour alléger un peu le fardeau sur ces patients-là, sur ces maladies très souvent négligées en période de crise, c'est qu'on a ouvert aussi une clinique spécialisée, de soins spécialisés, donc où on offre les consultations avec des médecins universitaires, des consultations, le suivi, les examens médicaux et parfois aussi on a dû avoir recours au référencement, donc prendre en charge aussi les opérations, ce qui est en plus de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est pour se tenir à côté de la population, donc dans les maladies neurodégénératives, l'oncologie et surtout aussi beaucoup la santé mentale. Elie Haddad, est-ce qu'il y a des problèmes de corruption qui touchent aussi le système de santé au Liban? Les soignants, les pharmaciens Peut-être Madame pourra parler plus spécifiquement sur la corruption. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de corruption dans le système de santé, mais plutôt dans le pays, à tous les niveaux, à toutes les échelons. C'est une corruption endémique. Là où vous partez, il y a des problèmes de corruption, même pour les médicaments.
On dit qu'il y a beaucoup de manque de médicaments, mais au fait, les grossistes les gardent pour essayer de les vendre plus cher plus tard, vous voyez. Donc c'est un peu la corruption. Même dans ces drames, on voit que la corruption est prime. C'est la maladie principale du Liban. C'est ça qui a fait la dévaluation de la monnaie, c'est ça qui a fait les guerres. À mon avis, c'est ça, il faut commencer par ça. C'est pour ça, nous, il y a deux choses. Il y a la corruption et le confessionnalisme. C'est pour ça, nous, on tient à travers nos envois, que ça passe par l'armée libanaise. On est sûr, au moins, que ça arrive, que c'est distribué. Et on est sûr, deuxième priorité, c'est qu'il n'y ait pas de côté religieux dans l'affaire. Il ne faut pas donner plus parce que ça pose des problèmes tout le temps au Liban. On nécessite à ceux qui demandent, et surtout le territoire libanais. Ça, c'est les pièges au Liban qu'il faut absolument éviter. Olivier, quel est l'état de cette filière d'approvisionnement en médicaments au Liban ? Alors c'est un vrai problème, ça a été déjà évoqué, mais il y a un vrai problème de coût déjà, lié à la situation économique. Il y a un problème de filière d'approvisionnement au niveau central. Beaucoup de choses étaient déléguées au système privé et qui aujourd'hui dans ce contexte-là ne fonctionnent plus. Et surtout, il y a une limitation du nombre d'acteurs capables d'importer des médicaments aujourd'hui au Liban. Ce qui fait que on passe de problématiques qui étaient peut-être conjoncturelles à une problématique qui est complètement systémique. Nous, en tant qu'acteurs ONG, on est confrontés à cette difficulté-là, dans la mesure où on n'est pas un importateur de médicaments, d'où les partenariats aussi avec Tulip, qui nous ont permis notamment, je pense, après le blast, d'opérer sur des opérations d'urgence. Mais d'un point de vue structurel, c'est une vraie problématique. Et j'aurais envie d'illustrer cette problématique sur l'impact et la chaîne d'impact que peut avoir cette absence de médicaments, quand bien même le système humanitaire ou de santé est là pour répondre. On a parmi tous les bénéficiaires qu'on peut avoir au Liban, je parlais tout à l'heure des ménages, des familles syriennes réfugiées, qu'on assiste pour avoir accès au logement, on a travaillé pour les réinsérer économiquement, et ils ont accès, via le système mis en place, aux structures de santé, aux soins, donc à une prescription potentielle pour leur pathologie. Et j'étais en visite pas plus tard qu'en avril dernier, où on a rencontré cette famille où effectivement il y a un monsieur qui est malade et qui ne peut plus travailler, qui a perdu son travail. Alors je m'excuse, n'étant pas moi-même, je ne me rappelle plus la pathologie exactement, mais il n'était plus en mesure de travailler du fait de cette pathologie. Et donc la question c'était, moi je visitais un de mes programmes, donc qu'est-ce qui ne marche pas pour la prise en charge ? La prise en charge émergée, c'est la disponibilité du médicament qui n'était pas là. C'est-à-dire que du coup la prescription, elle avait bien été faite, la personne avait bénéficié de l'assistance, ce qui était défaillant, c'était la disponibilité du médicament dans le pays. Enfin, ou en tout cas dans la zone où ils pouvaient avoir accès. Et donc ce qui veut dire que du coup sur le succès de sortir ces gens de cette extrême vulnérabilité, ça peut être fragilisé juste sur cette question de la disponibilité. Puisque derrière les effets s'enchaînent, perte du travail, perte du revenu, sachant que du coup il y a aussi une inflation des loyers liés à la situation économique de Libanais, c'est-à-dire que les propriétaires ils sont vraiment étranglés aussi eux-mêmes dans leur situation économique, donc les loyers augmentent aussi. Donc il y a tout cette... Et quelque part, l'impact de départ, c'est en tout cas la non-capacité à régler la situation, au moins de manière temporaire, c'est lié à cette absence de médicaments. Donc je trouvais que c'était assez illustratif pour montrer la complexité et l'importance de travailler sur cette filière. Et justement, quels sont les manques de médicaments les plus criants, en tout cas que vous constatez, vous, au sein de Première Urgence ? Alors c'est peut-être là où ma casquette de directeur des opérations généralistes va me manquer. C'est certain que je ne vais pas être en mesure de répondre de manière spécifique sur les molécules manquantes. Non, mais globalement, c'est un vrai problème structurel sur la filière en approvisionnement médicaments. Oumaima Farah, à l'Ordre de Malte, vous avez des manques justement criants de tel ou tel médicament ou pour traiter telle ou telle pathologie ? Alors, comme je l'ai dit, nous, dans les centres de soins de santé primaire, c'est surtout les maladies chroniques, donc les médicaments chroniques et d'autres classes, comme les hypertrophies de la prostate, l'ostéoporose, anti-inflammatoires. Enfin, on a un manque tout le temps de tout. Et la raison de ce manque-là, c'est parce que la demande est tellement grandissante. On est très souvent en pénurie. Aujourd'hui, alors je vous parle aussi, on est obligé de diminuer les doses qu'on prescrit aux différents patients qui viennent chez nous en attendant un ravitaillement. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que à travers finalement cet accès aux soins que l'on est en train d'offrir, on est en train de rétablir aussi la dignité de ces personnes qui a été bafouée. C'est comme le contexte, Dr Haddad disait au Liban, de la corruption endémique malheureusement et de ce confessionnalisme qu'on a au Liban. Finalement, le peuple est pris en otage. C'est un peuple qui est dans le coma.
Et quand on est dans le commun, on ne peut pas demander à un peuple de se relever seul. Et c'est pour ça que nous sommes ici aussi pour vous remercier de vous tenir à nos côtés, afin que nous puissions relever ces gens, leur donner l'accès à leurs droits basiques. Et c'est une fois qu'ils ont accès à leurs droits basiques qu'il n'y a plus ce besoin de clientélisme et d'aller faire partie de ce confessionnalisme instrumentalisé politiquement, et que ces personnes-là, lorsqu'elles retrouvent leur dignité, elles deviennent elles-mêmes vecteurs de changement. Et nous croyons fermement en ce changement de société une fois que ces personnes sont remises debout et la tête haute. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Alors on a le temps de prendre une ou deux questions maximum, si certains d'entre vous ont des questions à poser. Oui, le Liban, c'est une formidable mosaïque de confessions religieuses. L'Ordre de Malte, c'est un formidable succès. Alors comment vous avez fait pour fédérer toutes ces communautés autour de ce projet Liban? C'est un travail, je pense, de longue haleine, puisqu'on est présent quand même au Liban depuis 60 ans. D'abord, l'Ordre de Malte a une convention avec l'État libanais, donc c'est l'Ordre souverain de Malte avec la République libanaise. Nous travaillons très étroitement avec les différents ministères. Mais ce qui est très important, c'est l'Ordre de Malte est un ordre catholique, bien sûr, mais c'est une croix qui est ouverte à tous et qui a été implantée justement un peu partout sur l'ensemble du territoire libanais, dans les régions à minorité, justement parce qu'il y a toujours eu ce besoin d'aller vers l'autre, de s'ouvrir à l'autre. Donc l'idée n'est pas vraiment d'aller vers les minorités et de les ghettoiser. Au contraire, c'est de les permettre de s'ouvrir à l'autre, puisque comme le pape Saint Jean-Paul II a dit, le Liban est plus qu'une nation, c'est un message pour le monde. Et nous croyons fermement en ce message. C'est pour ça que nous avons développé beaucoup de partenariats avec les différentes confessions. Nous travaillons très étroitement avec la plus haute instance sunnite d'Al Fatwa. Nous travaillons avec les Druzes. Nous travaillons avec les chiites, avec la fondation Imam Sadr, avec laquelle nous avons une relation très étroite depuis plus de 30 ans. On voit de manière, on va dire, exceptionnelle peut-être, l'infirmière voilée qui porte la croix de l'ordre. Donc, en fait, dans les mentalités communes, on va dire, lorsqu'il y a une église, on voit une mosquée en face. Ce qui est beau avec le message de la croix de l'ordre, qui est un message d'amour, de paix, qui finalement est un pont avec toutes les différentes religions pour construire des ponts et détruire les murs. C'est justement ce message d'amour, de coexistence qui est à égale distance de tout le monde, ce qui nous a permis d'aller vers l'autre et de croire finalement et de défendre ce Liban pays message que je pense, si on lui donne le droit d'exister, peut devenir un modèle finalement pour la région et pourquoi pas pour le monde. Merci. À côté des aides organisées que fait l'industrie pharmaceutique avec vous, il y a un point qui est très important, c'est la diaspora libanaise, qui est très important. Est-ce que vous arrivez à évaluer le rôle qu'elle joue? Parce qu'on est tous confrontés, on a tous des amis libanais qui viennent nous voir, qu'on aide d'une manière ou d'une autre, et qui apportent finalement un certain nombre de choses au pays. Alors, ce sont des aides qu'on peut qualifier de pas complètement officielles. Est-ce qu'elles apportent toute la sécurité possible? Je pense que oui, puisque quand on est engagé comme pharmacien, comme médecin dans sa vie professionnelle, je pense qu'on respecte ce genre de choses, mais on est sollicité tous les jours pour apporter des médicaments. Moi, je connais 2 ou 3 personnes qui partent régulièrement au Liban et qui me disent « Est-ce que tu as des médicaments? Est-ce que tu peux m'acheter des médicaments pour moi ?» etc. Est-ce que vous arrivez à évaluer ce rôle? Alors, je pense que, Dr Haddad, vous pouvez répondre à cette question, qui est une question sur le rôle de la diaspora libanaise. Effectivement, c'est pas facile au début de rassembler la diaspora, parce que les divisions parfois nous suivent jusqu'ici. Divisions politiques, divisions religieuses, régionales, etc. Mais avec un peu de volonté, ça peut marcher. Et le travail fait avancer le travail. Donc notre association, on a dit, on peut avoir nos avis politiques chacun, mais c'est une association apolitique, areligieuse. Donc du coup, ça a rassemblé beaucoup de monde. Et l'apport de jeunes, malheureusement pour le Liban, mais qui sont avec nous, c'est eux qui ont donné l'élan de cette association. Et là, on arrive à développer beaucoup de choses. C'est pas facile, mais ça avance beaucoup. Effectivement, le Libanais un peu, peut-être travaille dans son coin plus fréquemment, mais là, on commence quand même à sentir le besoin
besoin de travailler ensemble quand on est sûr que ça dépasse les clivages politiques internes, parce que c'est ça que fuient effectivement les Libanais. Ils veulent aider leur région, leurs parents, leur famille, mais ils ne veulent pas rentrer dans les méandres de la politique interne libanaise. C'est ce qu'on essaie de faire dans le rassemblement de diaspora ici, médical en tout cas. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question. Attends, on va juste vous donner un micro. Ah, bon. Madame, et puis... Merci beaucoup. J'ai une question en tant que Libanaise, parce que je suis Libanaise et j'ai plein d'amis au Liban qui sont en train de souffrir de troubles mentaux. Ma question est destinée à Madame et à Monsieur. Vous avez parlé d'un plan de santé mentale. Est-ce que vous pouvez détailler un peu sur ce plan-là, parce que mes amis ou les personnes que je connais qui souffrent de troubles mentaux, ils n'ont pas accès à un psychiatre et non pas à un psychologue à cause des prix, et en plus il n'y a plus de psychiatres et de psychologues au pays. Donc est-ce que vous pouvez détailler un peu sur ça? Olivier peut-être? Alors sur la problématique, merci de la confirmer. Nous, ça passe à plusieurs niveaux. C'était déjà de pouvoir travailler avec le ministère, avec les structures de santé pour intégrer cette pathologie dans les parcours de soins et qu'elle puisse bénéficier du système, c'est-à-dire que les gens puissent y avoir accès tout simplement, ce qui permet d'adresser cette barrière financière que vous évoquez. Ensuite, il y a effectivement la question de la disponibilité des praticiens et ça, c'est un vrai problème, mais c'est là où le système est un peu gagnant-gagnant, puisque en renforçant l'accès des populations aux services, alors c'est vrai pour toutes les pathologies, mais y compris celle-là, on renforce la capacité et la solidité économique de la structure de santé, ce qui lui permet de perdurer aussi. Ça permet aussi aux praticiens de rester. Je crois que c'était évoqué tout à l'heure, c'est un enjeu, c'est qu'ils restent. Il y a ceux qui sont partis, il y a peut-être la question du retour un jour, mais il y a aussi la question de ceux qui sont encore sur place, de pouvoir leur permettre de rester et de vivre aussi, puisque économiquement, il faut bien qu'ils puissent gagner leur vie aussi. Donc ce système-là, c'est là où il est intéressant, c'est qu'il permet à la fois d'adresser l'accès aux soins, mais en même temps de renforcer le système de santé lui-même. Donc c'est un aspect. Après, il peut y avoir aussi des aspects de formation, d'accompagnement. Alors, on ne va pas remplacer des écoles, des universités de soignants, mais il peut y avoir aussi dans certains territoires cet accès-là. Et puis, dernière partie de l'accès, il y a aussi l'aller vers, la dimension aussi un peu culturelle, le fait de faire recours à des soins et en tout cas à des praticiens face à ce type de pathologie. Il y a aussi tout simplement de reconnaître qu'il y a un diagnostic, de pouvoir travailler sur cet aspect-là aussi. Et dans nos centres aussi, ce qu'on a fait pour pouvoir pallier justement à cette hausse de la demande, et on a instauré donc un système de télémédecine aussi, donc où on fait des consultations par télémédecine justement avec les différents psychiatres ou psychologues. Tous nos centres de soins de santé primaire sont équipés de psychologues, et dans la clinique de soins spécialisés, on travaille très étroitement avec l'Hôtel Dieu de France, donc nous avons créé notre propre structure, donc avec les grands psychiatres de l'Hôtel Dieu de France. Toute dernière question. Oui, honnêtement, c'est pas une question, c'est juste une remarque. C'est mon côté mémoire historique de Tulip. Et non, simplement deux choses. D'une part, quand j'entends parler de 140 tonnes de dons de médicaments, je me dis qu'il faut se rendre compte que ça fait 200 fois ce qui a été donné la première année, donc il y a 40 ans, ce qui fait quand même une explosion en termes de progression qui est assez significative. Et comme le disait mon homonyme tout à l'heure, c'est un peu malheureux parce que ça veut dire que le monde continue à aller mal. Et la deuxième chose, c'est juste une chose pour rebondir sur une remarque du docteur Haddad tout à l'heure, quand il disait que ce qui est une des choses importantes qu'apporte Tulip, c'est la sécurité, quelque part, des dons de médicaments. Et c'est vrai que ce dont je peux témoigner, c'est que ça a été le premier sujet sur lequel cette association a travaillé. C'est-à-dire que la première chose que la poignée de pharmaciens responsables a faite, ça a été de normaliser le contenu de ces cantines pour faire en sorte qu'elles soient adaptées, donc qu'elles puissent être utilisées de façon sécure dans des conditions qui sont des conditions, on l'a vu, camps, pédiatrie, etc. Et la deuxième chose qu'on a toujours imposé à ce titre, ça a été que le travail de Tulip et le travail en termes de dons de médicaments se fasse avec des associations qui avaient en face d'elles des pharmaciens, des médecins, donc des gens qui étaient effectivement garants de l'utilisation
de la belle et de la bonne utilisation des médicaments. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci également à nos 4 intervenants. Donc on va demander maintenant à Thomas Borel de nous rejoindre pour clore cette soirée. Thomas Borel, secrétaire général et directeur de Tulip. Vous êtes médecin de santé publique, vous avez travaillé aussi dans le monde des ONG avant de rejoindre les entreprises du médicament, puis le LEM, où vous êtes aujourd'hui directeur des affaires scientifiques et de la responsabilité sociétale des entreprises. Thomas, je vous laisse donc le soin de conclure cette soirée. Merci Constance, bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais remercier d'abord Jean-Pierre Hulot parce qu'il vient de faire la conclusion que je souhaitais faire, mais je vais rebondir sur ce propos, c'est une parfaite transition et ravi de vous avoir parmi nous Jean-Pierre ce soir. Je voulais juste en un mot de conclusion souligner le fait qu'en fait en 40 ans, si on regarde les choses, beaucoup de choses ont changé. Dans l'urgence humanitaire, beaucoup de choses ont changé. Quand Jean-Pierre, vous avez eu la visite de Bernard Kouchner, le mouvement des French Doctors, il venait de se créer 10 ans plus tôt, 71, MSF. À l'époque, je n'étais pas encore sur ces activités-là dans ma vie professionnelle, mais je les ai connues un peu plus tard. On partait avec un sac à dos, on partait avec une malle tulipe, on arrivait dans des situations de crise et de tensions internationales dramatiques. C'était souvent on soigne pas, il meurt pas. Depuis 40 ans, beaucoup de choses ont changé. D'abord, les ONG qui sont présentes, et nombreuses ONG se sont développées, professionnalisées. Les situations d'intervention aussi ont changé, puisque même si, et malheureusement, on arrive souvent dans des situations de crise sur les terrains internationaux, on est, comme on vient de le voir au travers du Liban et de l'Ukraine, sur des situations où les systèmes d'accès aux soins sont plus présents qu'ils n'étaient auparavant, et on peut s'en réjouir, mais sur lesquels l'enjeu pour les médicaments, c'est de disposer, d'éviter les ruptures d'accès aux soins dans la durée. Bien entendu, on a encore ces situations de famine et de conditions absolument dramatiques qu'on trouve dans certaines zones de la planète. Mais néanmoins, quand on arrive et quand vous arrivez, vous, organisations non gouvernementales, avec les traitements apportés par Tulip, c'est aussi dans des systèmes de santé qui sont déjà préexistants et qui permettent de faire fonctionner une chaîne de soins, mais sur lesquels les ruptures de prise en charge sont tout aussi dramatiques. Vous arrêtez un traitement, une chimiothérapie pour le cancer pour un enfant, c'était le cas en Ukraine, on a eu à intervenir sur le sujet, c'est évidemment dramatique, et bien d'autres situations de ce type peuvent être soulignées. Alors moi, ce que je voudrais juste dire en conclusion, c'est que comme ça, quelques dates, septembre 2017, ouragan Irma, 4 août 2020, situation, le blast qu'on évoquait tout à l'heure au Liban, 24 février 2022, démarrage de la guerre en Ukraine. Point commun pour Tulip et pour les bénéficiaires, les ONG, c'est qu'en 24 heures, les mêmes mâles qu'il y a 40 ans, ou pas loin, toujours avec les mêmes normes de sécurité, de qualité et de réflexion sur la composition des mâles, sont disponibles et restent disponibles pour les organisations qui partent sur les terrains d'intervention. Donc on peut quelque part se satisfaire du fait que pendant 40 ans, l'action elle a été maintenue, poursuivie avec la même solidité, la même qualité d'engagement, mais aussi de responsabilité pharmaceutique, puisque c'est ça qui fait la force de Tulip. Je n'ose pas espérer que ça va durer avec les volumes qui croient, comme on le voit aujourd'hui, mais la réalité, c'est qu'on sait tous que ça va durer. Et donc, plus que jamais, l'engagement de Tulip est juste indispensable pour maintenir cette chaîne, cette brique de la chaîne d'intervention qui est celle du médicament. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on est réunis ce soir. Et je pense que toutes les personnes que vous êtes dans cette salle sont bien là pour le même engagement qui a porté Tulip pendant 40 ans. Alors je vais juste, en conclusion, et avant de nous inviter à aller prendre un petit verre tous ensemble, je vais aussi souligner que l'organisation de l'association, ça a été dit à plusieurs reprises, ce sont les entreprises qui sont autour de cette table, une 60aine aujourd'hui qui ont joint Tulip. C'est un conseil d'administration dynamique, ce sont des présidents qui portent ça, et merci Patrice de ton engagement depuis maintenant plus de 3 ans autour de ce projet et de cette association. Mais c'est aussi, vous l'avez dit, des permanents. Et je vais demander donc à Valérie Sénéchaud, d'une part, à Alexandre Laridan et à Mohamed Aïdouni de se lever. Merci Valérie. Et je vais vous demander d'applaudir ces 3 personnes. Je vais aussi vous demander d'applaudir Anne Carpentier, pharmacien responsable de Tulip, Dorothée Durand, pharmacien responsable intérimaire de Tulip, et Laurent Petit qui est dans la salle aussi, qui sont les 6 personnes qui font vivre Tulip au quotidien. Merci à vous.